Alors bonsoir à toutes et à tous. Vous savez que c'est marqué, en fait c'est un sujet dans la Gemara, dans Souka, Dafkaf et Amoud Aleph, et dans Brachot et Afsud Bet. C'est marqué là-bas, à Osek ba mitzvah, pator mina mitzvah. Celui qui est occupé à une mitzvah est exempté d'une mitzvah. Alors le sujet là-bas, c'est que si quelqu'un a commencé à faire une mitzvah, il se présente une autre mitzvah, alors la Torah elle a dit, Osek ba mitzvah, pator mina mitzvah. Celui qui est occupé à une mitzvah, il est exempté d'une autre mitzvah. Maintenant c'est un peu compliqué parce que nous on aime les mitzvot, et on aime faire plusieurs mitzvot, et on aime bien faire même plusieurs mitzvot à la fois. Bon, là-bas, vous étudierez tout le sujet, mais c'est intéressant. C'est marqué à Osek ba mitzvah, celui qui est occupé à une mitzvah est exempté d'une autre mitzvah qui se présente. Maintenant, il n'y a pas écrit à Osek ta mitzvah, il n'y a pas écrit à Shomer et ta mitzvah, il n'y a pas écrit à Mekayem et ta mitzvah, il y a écrit à Osek ba mitzvah, celui qui est occupé dans la mitzvah, celui qui est pris dans la mitzvah. C'est Osek, c'est un mot qui est un peu spécial. Alors là-bas, dans la Gemara, c'est développé. Si vous avez l'occasion de la faire, la Gemara s'est développée là-bas. Qu'est-ce que c'est Osek ba mitzvah? Alors le plus simple, évidemment, Osek ba mitzvah, ça veut dire quelqu'un qui est occupé physiquement. Maintenant, il est en train d'écrire la mezouza, d'accord? Il est en train de faire la shrita de la bête, d'accord? Il est en train de courir après une brebis perdue. Bon, alors ça s'appelle Osek ba mitzvah, ça s'appelle Osek beyadaim, il est occupé physiquement. Après, Osek ba mitzvah, on apprend de Oulertecha baderer, c'est celui qui marche pour aller faire une mitzvah. Donc il n'a pas encore commencé la mitzvah, mais il est en train de marcher pour une mitzvah. La Torah donne un chidouche que j'aurais cru que la mitzvah, elle commence au moment où tu fais la mitzvah. On te dit que la mitzvah, elle commence déjà quand tu es en train d'aller vers la mitzvah. Donc le chemin de la mitzvah, c'est un grand chidouche. Ça veut dire que le chemin qui t'amène à la mitzvah, c'est-à-dire le geste de déplacement vers la mitzvah, il fait déjà partie de la mitzvah. Et s'il se présente une autre mitzvah, alors ça s'appelle Osek ba mitzvah, pator mina mitzvah. D'accord? Que quand il y a une autre mitzvah, tu es exempté. Et le troisième niveau de la Gemara, c'est Osek ba mitzvah, c'est quoi? Osek be machashava. La Gemara donne l'exemple du khatan, que le khatan il est pator mikrat shema. Le khatan qui va se marier, il est exempté de la mitzvah de krat shema. La Gemara dit pourquoi? Parce qu'il est taroud, parce qu'il est préoccupé. Ah, on va dire alors si à chaque fois qu'on est préoccupé, on est exempté d'une mitzvah, la Gemara dit alors on est tout le temps préoccupé, alors on fait plus de mitzvot. Alors la Gemara dit taroud tirda des mitzvah. C'est quelqu'un qui est préoccupé, une préoccupation de mitzvah. Donc c'est la dimension mitzvah de la préoccupation. C'est pas la préoccupation en elle-même, c'est la dimension mitzvah de la préoccupation qui rend exempt d'une autre mitzvah. Ça va toujours? Donc on voit que la Gemara, elle a pris les trois facettes. La facette acte physique, la facette qui m'amène à l'acte, oui, et la facette de la pensée de l'acte. Maintenant, quand je suis occupé à une mitzvah, je suis exempté d'une autre mitzvah. Maintenant, quand je suis, le chidouche que quand je vais pour aller faire la mitzvah, ça s'appelle déjà que je suis occupé dans la mitzvah, d'accord? Et quand j'ai la pensée de la mitzvah, qui vient avant la mitzvah, donc, mais qui vient avant aussi le mouvement pour aller vers la mitzvah, ça s'appelle aussi la mitzvah. Ça s'appelle aussi occupé à la mitzvah. Mais en français, ça s'appelle occupé avant, ce qu'on appelle en français préoccupé. Tu es préoccupé par la mitzvah. Donc vous avez compris qu'ici, il y a les trois dimensions. Occupé physiquement à la mitzvah, occupé que je suis en train d'aller dans une mitzvah, et préoccupé la pensée que j'ai avant la mitzvah. Ok, super. Maintenant, si on réfléchit bien, dans n'importe quel acte de la vie, il y a toujours les trois dimensions. Il y a la dimension à l'instant T où je suis en train de faire ce que je suis en train de faire. D'accord? Je suis en train de cuisiner pour Shabbat. Il y a la dimension, je suis en train de marcher pour faire les courses, pour acheter ce que j'aurais besoin pour faire le Shabbat. Et il y a la dimension où j'ai la pensée de dire, tiens, qu'est-ce que je vais cuisiner Shabbat? Un exemple. D'accord? Alors il y a l'acte, je suis en train maintenant en plein acte de communication avec mon conjoint. Il y a la démarche de dire, bon, comment je vais présenter les choses, comment je vais faire, comment je vais truquer. Ouais, et après, il y a le souci de se dire, j'espère que ça va bien se passer et quel mot je vais employer pour y arriver. Donc à chaque fois qu'on fait quelque chose, il y a ces trois dimensions à l'intérieur. Et les trois s'appellent Osek. Maintenant, est-ce que ça s'appelle les trois Osek séparément ou alors ça veut dire qu'il faut remplir les trois conditions pour que ça s'appelle Osek? En vérité, la logique, c'est que quelqu'un, au moment où il fait quelque chose, il doit faire cette chose. Je sais, ça a l'air débile, mais
Oui. Au moment où tu fais quelque chose, c'est bien qu'au moment où tu fais la chose, c'est bien de faire la chose. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui font la chose, mais ils ne sont pas en train de faire la chose. Parce qu'ils sont là, mais ils ont la tête là-bas. Ou ils sont là, ils ont le cœur là-bas. Ou ils sont là, ils ont le corps là-bas. Mais ils ont la tête ici. Parce qu'ils ne sont pas à 100% dans ce qu'ils sont en train de faire. Ça s'appelle le recentrage, ça s'appelle la concentration, ça s'appelle l'investissement. Et en vérité, tout ça s'appelle Rosek. C'est pour ça qu'on dit, quand on dit Rosek Batora, d'accord? Rosek Batora, c'est pas quelqu'un qui tourne les pages, ou quelqu'un qui s'intéresse, ou quelqu'un qui aimerait bien étudier, ou quelqu'un qui souhaiterait mettre les téfilines. C'est que le gars, il est Rosek Bamitzvah. Il est Rosek Batora. Il dit ça, ça veut dire que la personne, elle est à 100% à l'intérieur de ce qu'elle fait. C'est pour ça que c'est marqué Osek va mitzvah, patour. Quelqu'un qui est Osek dans la mitzvah, qui est occupé à la mitzvah, il est patour. Mais c'est quoi patour? Patour, ça veut dire exempté. D'accord? Par exemple, la femme, elle est ptoura de toutes les mitzvot assez shazman grama. Toutes les mitzvot positives, toutes les interdits, c'est la même chose que les hommes. Mais pour les mitzvot positives, les mitzvot assez, tout ce qui est limité par le temps, la femme est exemptée. Exemptée, ça veut dire qu'elle n'a pas la mitzvah. Ça va? Exempté. Maintenant, un goy, il est exempté des mitzvot. C'est bon? Un fou, il est exempté des mitzvot. Un enfant qui n'est pas bar mitzvah, il n'est pas tour de la mitzvah. Mais il est shayach, il est lié à la mitzvah parce qu'il va la faire plus tard. Mais pour l'instant, il est exempté. Donc, il y a plusieurs niveaux de patour. Quelqu'un qui est malade, il est patour. Quelqu'un qui tombe d'un bateau, il arrive sur une île et il n'a pas de téphilines. Ouais. Est-ce qu'il fait la véra de ne pas mettre les téphilines? Oui, non? Non, parce qu'il n'y a pas de téphilines. Donc celui qui n'a pas de téphilines, dans un endroit où il ne peut pas avoir de téphilines, il est patour de mitzvah téphilines. Alors, vous voyez qu'il y a plusieurs types de patour. Même le mort, pourquoi on l'appelle mort en hébreu? On l'appelle niftar. Et niftar, ça veut dire qu'il est patour des mitzvot. Un enfant qui n'est pas normal, il n'est pas tour des mitzvot. Maintenant, quand tu dis qu'il n'est pas tour, c'est parce qu'il n'est pas capable de les faire, ou c'est parce qu'il n'a pas besoin de les faire. Et justement, on l'a mis dans un corps pas normal, ou dans un mental pas normal, justement pour pas qu'il gaspille les bénéfices des vies antérieures qu'il pourrait détruire en fautant dans cette vie-là. Donc, il est pas tour. Mais ce n'est pas un patour négatif, c'est un patour positif. C'est pour ça que le Chazonish, il se levait devant les enfants trisomiques. Il ne se levait pas devant tous les chachamim, mais il se levait devant les trisomiques. Parce qu'il savait que c'était des grandes neshamot qui étaient mis dans des corps, entre guillemets, qui ne pouvaient pas gaspiller l'acquis spirituel des vies antérieures. Ça va? Maintenant, ça, c'est les différents types de patour qui existent. Mais là, on parle de quoi? Que quelqu'un qui est occupé à une mitzvah, osek ma mitzvah, il est patour d'une autre mitzvah. Mais alors, dans quelle catégorie il se place dans l'exclusion de l'autre mitzvah? Est-ce qu'il est comme une femme? Est-ce qu'il est comme un enfant? Ouais. Est-ce qu'il est comme un goy? Comment tu es par rapport à l'autre mitzvah? Patour. Patour, ça veut dire que c'est exclu à tel point que c'est une discussion là-bas dans les commentaires. Il y en a qui disent que patour, ça veut dire qu'il n'est pas obligé, d'accord? Et il y en a qui disent que non, patour, ça veut dire que c'est assourd de faire la deuxième. C'est que s'il fait la deuxième mitzvah, il fait une avéra. Comme ça, il explique. Le Tosfot. Patour, c'est assourd. Il n'a pas le droit de faire la deuxième. D'accord? Comme le Ritba aussi dit ça. Et le Ran, lui, il dit autrement. Il dit que si quelqu'un il a une mitzvah, il va faire une autre mitzvah, ça s'appelle une mérida. C'est comme une rébellion. Parce que c'est comme si le colonel, il te dit, va faire cette mission, et toi tu dis, tiens, pendant que j'y suis, je vais en faire une autre. Mais je ne t'ai pas demandé ce que tu en penses. Ouais, je t'ai dit, tu dois faire ça, tu fais ce que tu dois faire. Et si quelqu'un il va dire, eh ben je peux faire les deux, eh ben souvent la meilleure manière de rater la première chose, c'est de faire en même temps la deuxième. Là, c'est comme quand tu as un truc dans la main et tu es au téléphone, et puis après tu le poses. Et après tu finis de téléphoner, après tu ne sais plus où tu l'as posé. Alors si déjà, c'est un calvaire à mort, si déjà, ouais, tu ne sais plus où tu as posé un objet parce que tu es en train de parler en même temps, alors imagine si tu fais deux choses en même temps, oui. Donc, en quoi tu es dans la deuxième chose? Maintenant, ici, quelqu'un va dire, mais c'est pas très grave.
on est un peu ici, un peu ici, un peu ici. On appelle ça les gens dispersés. Oui. Mais il n'y a pas d'efficacité. Pourquoi? Parce que je rappelle pour les gens qui viennent d'adhérer au club que dans un geste, il y a un acte, c'est-à-dire dans un acte, il y a un geste, une gestuelle, oui. Il y a une pensée que tu es en train de faire ce que tu es en train de faire. Il y a ça s'appelle la conscience, et il y a une volonté de le faire. Maintenant, les trois sont nécessaires. Il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu aies la volonté de faire quelque chose, et il faut que tu aies la conscience de ce que tu es en train de faire. Les trois s'appellent un acte. Maintenant, s'il manque la conscience, ou s'il manque la volonté, ou s'il manque le geste, c'est pas un acte. Par exemple, si tu dors, ouais, et tu tournes et tu mets une baffe à quelqu'un, bon. Alors l'autre, il ne peut pas dire « Ah, tu m'as mis une baffe ». Bon, tu dormais, tu n'étais pas conscient, d'accord? Ou si toi, tu avais la volonté de faire un truc et tu fais autre chose. Donc, cet acte-là, il ne t'appartient pas. Ou si toi, ton geste, il a été faussé, au bichlal, tu n'as pas fait de geste. Il y a des gens comme ça, ils voudraient, ils espèrent, ils souhaitent, ils s'engagent, ils prient, ils font des vœux, mais ils ne font pas. Donc, il n'y a pas d'acte. C'est-à-dire que pour qu'un acte s'appelle un acte, il faut que les trois conditions soient remplies. Maintenant, si on dit ça, ça veut dire que le geste, eh ben, c'est le mouvement que je crée dans le monde. Parce que le Nefesh HaChaim, il dit, on est dans Olam HaMaaseh, ouais, on est dans le monde de l'acte, c'est pour ça qu'on doit faire des gestes. C'est pour ça que la Gemara se casse la tête de dire, mais bon, c'est vrai que le principal de la prière, c'est la kavana, mais quand même, il faut un geste. Alors, quel geste on va faire? Alors, la Gemara dit, on apprend de Chana, Rak Sefata Naot, au moins elle bouge les lèvres. Les lèvres, c'est le minimum du geste. Ouais. Il faut que tu fasses un geste pour provoquer un mouvement dans l'espace. Il faut que tu fasses. C'est pas la même chose. Si tu dis à quelqu'un, j'aimerais bien te faire un cadeau, si tu dis à quelqu'un, tiens, voilà un chèque pour le cadeau, si tu passes 4 heures à choisir le cadeau, ou alors si tu cuisines toi-même le cadeau. Plus tu vas augmenter le geste, et plus tu vas augmenter la valeur du geste. Pourquoi? Parce qu'on est dans le monde de l'acte. On est dans le monde de l'action. Donc l'action, elle génère un mouvement. Ouais, c'est comme je fais comme ça. Quand je fais comme ça a l'air de rien comme ça, mais j'ai créé un courant d'air. C'est comme si tu es comme ça au Beth Midrash en train d'attendre que le Chazan il commence la Chazara, et tu vois une petite araignée. Bon, elle est à 1,80 m de toi. Alors, et elle est sur une petite toile. Alors tu es discret comme ça, parce que c'est expérimental, alors tu souffles. Mais elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas l'araignée. Tu souffles, elle ne bouge pas. Mais si tu maintiens le souffle, tu restes à souffler comme ça, au bout d'un moment, elle bouge. Pourquoi? Parce que, en fait, l'air que tu as déplacé, les molécules d'air, elles vont pousser des molécules, qui vont pousser des molécules, qui vont pousser des molécules, jusqu'à l'araignée. Ça va? Maintenant, si tu peux bouger une araignée en soufflant, d'accord? Imagine qu'est-ce qui se passe au moment où tu fais un cadeau à quelqu'un. Imagine ce que se passe quand tu mets une baffe à un enfant. Comment ça bouge à l'intérieur? Parce que tu as créé un mouvement. Oui. Maintenant, quand on dit c'est Olam HaMaaseh, c'est un vrai souci, ça. C'est Olam HaMaaseh, c'est le monde de l'acte. Ça veut dire que quelqu'un qui veut faire quelque chose, il doit générer un acte. L'autre jour, je parlais avec quelqu'un, il me dit oui, j'ai pas eu le temps, je l'ai pas fait, j'ai traîné, je lui dis mais qu'est-ce que tu es lourd? Maintenant, c'est pas grave d'être lourd, il faut des lourds. Il y a des khfif, il y a des lourds, oui. Mais la zrizout, quand on est zaris dans quelque chose, c'est pas seulement qu'on fait vite, c'est pas seulement qu'on vit en temps réel, c'est aussi que le fait de faire vite, ça crée un mouvement dans l'espace qui fait que la chose que tu as fait vite, elle va provoquer un truc qui va faire vite, qui va entraîner un fait vite, qui va entraîner un fait vite. C'est-à-dire que tu entraînes une accélération de ta hashgacha. Alors que quand tu décélères, quand tu es lourd, ouais, bah quand tu es lourd, tu traînes. Quand tu traînes, tu rates le bus. Quand tu rates le bus, tu rates le train. Quand tu rates le train, tu rates l'avion. Quand tu rates l'avion, tu perds le billet. Quand tu perds le billet, tu prends un autre billet. Quand tu prends un autre billet, tu prends un autre avion. Tu arrives à une autre heure. Là, quand le cousin ne pouvait pas t'attendre, tu as pris un taxi, tu as perdu le taxi. Après, le mec qui t'attendait pour le business, il en a eu marre d'attendre, il est parti. Après, il faut faire un autre business qui est moins rentable avec une autre personne. Et là-bas, tu as rencontré sa belle-sœur que tu as épousée et qui t'a rendu folle pendant 2 ans. Tout ça
parce que tu as traîné pour prendre le bus. Ça veut dire qu'il n'y a pas de siyata d'ishmaïa dans la négligence. Ça veut dire que l'arfifout, ouais, le fait d'être khfif, d'être rapide, c'est pas de faire les choses vite, c'est de ne pas laisser traîner. C'est-à-dire de ne pas laisser le temps de bloquer ton projet. Pour ça que tzadikim, zrizim, les tzadikim ils courent. Mais tu dis pourquoi tu cours? C'est pas la peine de courir, tu sais, tout va se faire, tout ce qui nécessairement doit arriver arrivera, c'est pas la peine de suer. Tu dis c'est comme ça. Que quand tu le fais pas avec zrizout, ça va à une certaine vitesse. Et quand tu le fais avec zrizout, ça va à une certaine vitesse. Mais cette vitesse-là, c'est pas seulement qu'elle est rapide, c'est qu'en plus c'est une vitesse qui entraîne, qui rentre dans une mécanique de domino, jusqu'au résultat. Mais si tu traînes, d'accord, donc tu casses l'effet dynamique de la siyata d'ishmaïa, alors les choses elles traînent. Et comme il y a de l'espace, alors des fois elles s'arrêtent. Et des fois, elle bloque. Après, tu dis, on m'a mis la Inara, quelqu'un d'autre a racheté l'appartement avant que je réalise, la banque a refusé le prêt, alors qu'en vérité, c'est parce que tu es Allah, tu es lourd. Tu es lourd. On t'a dit, amène ce papier. Ah, mais je ne sais pas où je l'ai mis. En vérité, tu as la flemme de te lever pour aller la prendre sur l'étagère. Ou alors parce qu'il faut traverser la rue. Ou parce qu'il faut passer une demi-heure au Massar Nassa. Ou parce qu'il faut truquer. Eh bien, tu vois ça, ce petit truc-là, il t'a fait rater la vente. C'est dommage. C'est dommage. Parce qu'un 3 pièces à 1 million de shekels à Beit Vegan, je peux te dire que tu n'en trouveras plus. Laisse tomber. Laisse tomber. Achète un à 2 et imagine que tu l'as payé 1. Parce qu'il n'y en a plus. Il n'y en avait qu'un. Le gars, il divorçait, il partait en folie, il voulait se débarrasser, il en avait 9, il a laissé 1 million. Voilà. Il est venu chez toi, il dit, tu le veux, il a 1 million. Tu le veux, avant que je le mette dans les agences. Ouais. Et toi, tu as dit, oui, mais il faut que j'aille au Massar Nassa pour avoir le prêt. Il est parti. Chef Halo, c'est fini. C'est comme ça. C'est des trucs qui passent comme ça. Il y a des gens qui attrapent, il y a des gens qui disent ça va, je suis en train de boire mon café. Oui, doucement, doucement. Et s'en vont. C'est-à-dire c'est des gens qui ont la moustache, c'est très rare, frisée. Parce qu'à force que ça leur passe sous le nez, ça frise. Ben, c'est exactement pareil. Ouais. Ça veut dire que quelqu'un doit comprendre que au sec, ouais, c'est pas quelqu'un qui a évité d'être mouillé. Non, c'est quelqu'un qui est à 100% dans ce qu'il fait. Et quand tu es à 100% dans ce que tu fais, tu verras que les choses, elles s'assemblent de manière harmonieuse. Parce que tu es dans le rythme de réalisation des choses. Ça, souvent, je vous avais donné l'exemple du puzzle. Vous vous rappelez le puzzle ou non? Non? Personne ne se rappelle? Les redoublants non plus? Non? Bon. C'est un gars, il va acheter un puzzle. Donc il va dans un magasin de puzzle. Alors je vous rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant, comment on fabrique un puzzle? On prend un poster, on le met sur une feuille de carton avec de la colle, ensuite on passe une presse qui découpe en une seule fois toutes les pièces du puzzle, on les met dans une boîte et on vend le puzzle. Ça va? Le gars, il a un magasin de puzzle à Tel Aviv, ça fait 20 ans qu'il vend des puzzles. Et puis ça le travaille dans la tête. Il a tellement de clients qui viennent acheter les puzzles. Un jour, il pose la question. Il dit, monsieur, vous allez acheter le puzzle. Vous avez choisi lequel? Celui-là. OK. Pourquoi vous avez acheté celui-là plutôt que celui-là? Eh bien, le nombre de pièces et la photo. Elle me plaît. La photo me plaît. Ah. Il dit, monsieur, sans vouloir vous vexer, si la photo vous plaît, pourquoi vous achetez le puzzle à 100 shekels? Achetez le poster à 5 shekels. En plus, en 3 minutes, vous l'accrochez, il est là. Au lieu de passer 2 ans et demi à le faire. Et en plus que la grande ramma, c'est quand tu arrives à la fin, il manque une pièce. Et tu t'étouffes de nerfs. Parce que tu n'oses pas l'accrocher. Parce que tu sais que quand tu accroches un puzzle où il manque une pièce, sur les 100 personnes qui passent devant, il y en a 99 qui vont dire « Ah, c'est dommage. C'est dommage. » Je te dis « Mais regarde, 4 mètres sur 4 mètres, c'est dommage. 32 millions de pièces. C'est dommage, il manque une, parce que les gens, ils voient le négatif, ils ne voient pas le positif. Alors moi, je pose la question, pourquoi tu n'achètes pas le poster? Alors je vous dis pourquoi. Parce qu'on ne peut pas acheter le poster. Mais non. Parce que la boîte du puzzle, c'est ta vie. D'accord?
Les pièces du puzzle, c'est tout ce qui va t'arriver dans ta vie. Maintenant, ce qui va t'arriver dans ta vie, le bon Dieu, au départ, il a fait la photo, il a découpé, il l'a mis dans une boîte. La boîte, c'est le temps que tu vas vivre. Après toi, toute ta vie, tu fabriques le puzzle. Ça vient là, ça vient là. Une attitude, une situation, une remarque, un investissement, une compréhension, une prise en compte, une remise en cause, une évolution, une mitzvah. Tout ce que tu fais, c'est des pièces de puzzle, des pièces de puzzle, des pièces de puzzle. Maintenant, des fois, tu es énervé parce que tu ne trouves pas la pièce. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu triches. Tu essaies de mettre une pièce à la place de l'autre. Genre, tu la découpes. Mais Yabrel, si tu la découpes celle-là ou si tu la mets en force à coups de marteau, attention, il te la manquera dans un autre endroit. Ben, tu vois toutes ces pièces de puzzle qui s'accumulent et qui fabriquent le puzzle. En fin de compte, c'est la vie. Exactement comme un film. Quand vous regardez un film, vous regardez le film, chut, ouais. Alors, vous savez, dans les vieux films d'avant, quand ils arrivaient à la fin de la pellicule, tu faisais et tu voyais les photos. Parce que sachez qu'un film, c'est 24 images par seconde. La preuve, quand vous... Bon, aujourd'hui, c'est numérique, mais à l'époque où c'était des films... je ne sais plus comment ça s'appelle, d'accord? Eh bien, vous aviez la bobine, vous la sortiez comme ça, vous regardiez. Et tu voyais, il y a très peu de différence entre chaque image. Parce qu'il y en a 24 par image. 24 ouais, par seconde, ça, quand le gars il fait comme ça, il y a déjà 300 images. Donc, et tu vois, encore. Mais ça, tu sais comment ça s'appelle ça? Ton quotidien. Et tous les jours, il y a un nouveau diapo. Tous les jours, tu vas à l'école, après tous les jours, tu vas au travail, après tous les soirs, tu rentres à la maison. Tu ne vois pas tellement la différence entre chaque diapo. Donc la vie, c'est quoi? La vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. La vie, c'est une série de présents. De présents. Oui, par exemple, là, vous êtes là. Vous êtes présent. Moi aussi, je suis là. Non, c'est vrai. Moi, je suis là. Vous êtes là? Vous êtes là ou non? Non, c'est pas évident. Non, parce que des fois, on est là physiquement. D'accord? Des fois, on est là intellectuellement. Intéressant. Des fois, on est là, mais on est là, mais on n'est pas investi. Des fois, on est là, mais on est là pour rigoler. Des fois, on est là pour évoluer. Des fois, on est là pour se marier. Il y a plein de raisons d'être là. Pourquoi tu es là? Maintenant, est-ce que tu es vraiment là ou tu n'es pas là? Maintenant, dans ce diapo-là, d'être là, est-ce que tu es là? Vous me suivez? Comme moi, par exemple, je dois te donner cours. Ben, je suis là. Mais c'est pas évident. Je suis fatigué. J'ai déjà fait ce cours. Il y a des gens qui le connaissent. Et je vais être là ou je ne vais pas être là? Non, je peux me mettre en mode automatique. Automatique, de toute façon, le cours, je le connais par cœur, je peux dormir et le faire. Non. Parce que si je ne m'investis pas, vous n'allez rien ressentir. Ah, ce soir, il n'avait pas la pêche. Ouais. Mais si je m'investis, je sais que je m'investis parce que ça sert ici. Si ça sert, ça veut dire que tu fais Messirut Nefesh. Si ça ne sert pas, ça veut dire que tu transmets des informations. Et c'est un peu mortel. Comme si tu mets 2 CD l'un à côté de l'autre et ils passent. C'est des CD. Ouais. Non. Tu fais le contraire. Que tu prends tes forces et tu dis maintenant je parle. Et maintenant je fais passer un message. Et maintenant j'investis. Maintenant tu sais comment il s'appelle cette concentration, cet investissement, cette Messirut Nefesh? Il s'appelle Osek. Ça va? Tu es au sec avec ton corps, parce que tu parles. Tu es au sec avec la volonté, parce que tu veux parler. Et tu es au sec avec ta conscience, parce que tu es conscient de ce que tu es en train de dire, en train de faire. Maintenant, c'est ces 3 éléments qui font passer. Parce que l'autre, qu'est-ce qu'il reçoit? Il y en a, il a reçu l'information. Oh, intellectuellement, c'était très bien. Un autre, il a reçu les kochot. Il ne sait pas pourquoi, il n'est pas du tout religieux, il n'a rien compris ce que le Rav a dit, mais il sort de là, il dit Ani rotse la sotchouva. En réalité, il a reçu que de l'énergie. D'accord? L'autre, il a reçu la Messirut Nefesh. Il est fatigué, il a mal au dos, il a pris 4 cachets, mais il a fait le cours. D'accord? Mais donc, le gars, en sortant de là, il dit je quitte la Goya. Mais en vérité, il quitte la Goya de quoi? Le cours, il ne parlait pas de ça. Le cours, il parlait des téphilines. Il quitte la Goya. Parce qu'en fait, il a reçu une onde de Messirut Nefesh du Rav. Maintenant, moi, j'ai dit le Rav par rapport aux élèves. Mais c'est pareil, les parents par rapport aux enfants. D'accord? Tu fais à manger, c'est un acte, une conscience et une volonté. Tu fais une tochacha, c'est un acte, une conscience et une volonté. Tu repasses le linge, c'est un acte, une conscience et une volonté. N'importe quel geste que tu fais, n'importe quel acte que tu fais, il doit contenir les 3.
Maintenant, si toi, tu fais, mais tu n'as pas conscience, ou tu fais et tu n'as pas la volonté, ou tu ne fais pas, ça ne produit pas le résultat. Hier soir, j'étais à Ramat Bet Shemesh. Bon, après, je suis rentré avec quelqu'un, j'ai parlé avec lui. Il m'a dit, Rav, comment ça se fait? Voilà, je connais une personne, toute sa vie, il a donné, toute sa vie, il a aidé. Il faut voir combien il a aidé des gens à faire teshuva, et combien de mitzvot il a fait, combien. Et voilà, maintenant, il est mal, il est déprimé, il est mal dans sa tête, il a fait un AVC, il a envie de mourir, il se sent vide, il ne croit plus en rien. Tu veux la vérité ou tu veux un truc qui te fait plaisir? Il m'a dit, je veux la vérité. Ça vous intéresse ou non? Moi, je vous raconte un peu la vie des gens, mais un petit côté voyeur quand même. Hein. Alors je lui dis, écoute, tu sais pourquoi? Parce que cette personne-là, elle a fait des choses extraordinaires, mais elle est devenue personne. Parce qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, ouais, il faut en même temps devenir le bénéfice de l'acte. Je donne l'image. Dans tout ce que tu fais, il faut allumer 2 caméras. Une caméra qui s'appelle « Je fais ce que je fais » et une caméra qui s'appelle « Je deviens grâce à ce que je fais ». Par exemple, tu es en train d'expliquer à ton fils qu'il faut arrêter de frapper son frère. Mais tu as envie de l'esquinter. Parce que tu sais qu'il fait exprès, tu sais qu'il l'a poussé dans l'escalier et qu'il y a 8 étages. Donc tu as envie de le fracasser. Donc tu lui expliques, écoute, ton frère n'est pas en tungstène, il peut se casser en 2, ouais, on est Shabbat, on ne va pas aller maintenant à l'hôpital à cause de tes lourdeurs, donc tu lui parles gentiment. Donc par rapport à lui, ce que tu fais en temps réel, c'est du chinour. Mais par rapport à toi, ce que tu deviens, c'est un savlan. Tu travailles avec ta patience. Mais suivez ou non? Donc à chaque fois que tu fais quelque chose, tu dois regarder qu'est-ce que tu deviens grâce à ce que tu fais. L'autre, il t'a planté 10 000 shekels. Donc, pour lui, tu dis, écoute, on va aller au Beddin, on va parler, on va truquer. Et toi, dans ta tête, tu dis, Ani Mekabel, Alay, Kapara, Shel 10 000 shekels, que Hachem, il enlève la maladie à telle personne et à telle personne. Tu peux faire ça. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait une mission Nefesh. Maintenant, tu peux lui dire à lui. Parce que lui, il mérite une trecha. Ouais. Mais toi, tu peux grandir de ça. Donc il y a ce que tu fais, il y a ce que tu deviens. Je vais vous dire un truc que je ne dis pas trop, parce que... Mais comme c'est vieux de plus de 30 ans, quand j'étais à la yeshiva, souvent, je nettoyais les toilettes. J'allais aux toilettes, j'avais une petite éponge, et je nettoyais les toilettes. Vous savez, la pipi qui est par terre, et autour, et bien nettoyée. Pourquoi? Parce que je disais, il faut bien que je fasse des mitzvot que personne n'est au courant. Ben oui, parce que quand tu mets les tefilines, l'autre il te regarde. Quand tu fais la Hamida, il dit waouh, le Chazonish. Quand tu dis la Torah, ouais, il dit les stapelers. Mais quand tu es aux toilettes, c'est qui va dire que la cavote? Le carrelage? Vous me suivez ou non? Alors tu le fais. Tu fais, c'est tout. Maintenant, comme tu es habitué à faire des choses qui ne se voient pas, et bien aussi, tu profiteras de la partie invisible des actes qui se voient. Mais suivez ou non? Voilà. Maintenant, quand toute ta vie, tu as fabriqué cette personne intérieure grâce aux actes que tu as accomplis, à la fin, tu trouves cette personne-là. C'est comme un diamant. Tu as un diamant brut, et toute ta vie, tu tailles le diamant. Et bien, à la fin, le diamant, il est taillé. Maintenant, comment un diamant, il est brillant? Pas parce qu'il s'appelle Dany. Non. C'est parce qu'il a des facettes. Maintenant, plus il y a de facettes, plus le diamant est brillant. Comment on dit les facettes en hébreu? Panim. Et panim, c'est quoi? C'est la face. Mais panim, c'est pnim, c'est pnimi. Donc normalement, tes facettes doivent être le reflet de tes facettes, de ta face intérieure. Maintenant, quand toi, tu as fabriqué ce diamant intérieur, ça veut dire que tu as profité de ta vie pour devenir quelqu'un, et quelqu'un, c'est quelqu'un unique. Donc, à la fin, quand il va arriver la vieillesse, il va arriver les épreuves, il va arriver les soucis, il y aura quelqu'un en face de l'épreuve. Mais si toi, t'as juste agi, t'as fait, et bien un jour, il n'y a plus de public, donc t'as pas envie de faire. Un jour, il n'y a plus personne qui a besoin, donc t'as pas besoin de faire. Et tu t'écroules. Ça va? Ça veut dire que tu dois profiter, en fin de compte, de la vie pour devenir ce que tu es censé devenir. Et c'est ça qui te préserve.
Donc, quand vous éduquez les enfants, n'oubliez pas de vous éduquer en même temps. Vous suivez ou non? Et quand vous avez un époux en face de vous, une épouse, profitez-en pour devenir marié. Les gens disent, on est mariés, Rav. Vous étiez à la roupa. La vérité, je commence à me poser des questions. Je vois tellement de couples mariés que quand on voit tous les problèmes qu'ils ont, on arrive à la conclusion qu'en fin de compte, ils ne se sont pas mariés, que tu te demandes si Alpi Alaha, ils sont encore mariés. Puisqu'ils ne se sont pas mariés. Vous me suivez ou non? Parce que quand tu t'es marié, Mais si, elle est grosse, elle a maîtrise, elle est bête, elle est truc, sa famille, elle ne supporte pas son haleine, j'aime pas son style, et il fait du bruit quand il mange. Tu t'es pas marié alors? Parce que quand tu es marié, Oui. Non, tu dis, bon, je suis marié, mais ton père, il fait du bruit quand il mange. Ouais, mais c'est mon père. Ta mère, elle n'a pas une haleine extraordinaire. Ah, c'est ma mère. Et tu sais pourquoi? Parce que c'est ta mère, c'est ton père. Et lui, c'est qui, lui? Un colocataire. Maintenant, de la même manière que tu as profité de la présence de ton conjoint pour devenir une personne mariée, et non pas d'être marié. C'est-à-dire que toutes les épreuves du couple, en fin de compte, c'est pour faire apparaître certaines facettes du diamant qui s'appellent les facettes qui n'apparaissent qu'en tant que marié. Parce que tu vas supporter, parce que tu vas voir le bien malgré qu'il y a des trucs, parce que tu vas lutter contre les désirs du malentendu et du quiproquo. Et bien tout ce travail de Shalom Bayit, en fin de compte, ça construit ton couple, mais en même temps, ça fabrique chez toi les facettes qui ne peuvent apparaître que grâce à un marteau qui s'appelle le conjoint. Ça va? Comme il y a des facettes qui ne vont apparaître chez toi que grâce aux enfants. Donc je dis, profitez que vous avez des enfants pour devenir parents. Les gens disent, mais enfin, Rav, on est parents parce qu'on a des enfants. Non, non, toi tu confonds l'éducation et l'élevage. Et oui, parce qu'un éleveur de vaches n'évolue pas. Tu le vois. Allez, Marguerite, oh, tiens, sors les deux que je les compte. Il y en a que deux. C'est un éleveur de vaches. Donc la différence entre l'élevage et l'éducation, c'est que celui qui fait de l'élevage n'évolue pas en même temps qu'il fait de l'élevage. Mais celui qui fait de l'éducation, il évolue en même temps qu'il fait de l'éducation. C'est comme ça, on sait si on élève des enfants ou si on éduque des enfants. Parce que quand tu éduques, tu ne peux pas faire autre chose que transmettre ce que tu es. Et ce que tu es, c'est ce que tu es devenu. Et tu es devenu grâce au fait que tu voulais transmettre quelque chose. Donc tu ne vas pas lui transmettre la patience si tu es nerveux. Tu ne vas pas lui transmettre l'honnêteté si tu es un embrouilleur. Tu ne vas pas lui transmettre, je sais pas moi, la shmirat halashon si tu fais du lashon hara. Donc l'enfant t'oblige à devenir ce que tu es censé être. Donc, tu as fabriqué encore des facettes du diamant à l'intérieur. Maintenant, quand toute ta vie, avec toutes les situations qu'on t'a données, tu as fabriqué toutes les facettes possibles de ta personne, à la fin, tu as cette personne-là. Ça va? Mais si tu as fait, c'est comme si tu imprimes, mais tu as oublié de mettre l'encre. Et quand tu vas pour récupérer toutes les pages du livre, tu te dis, mince, elles sont blanches. Tu n'as pas mis l'encre. Alors on dit en français, tu n'as pas imprimé. Alors comment on appelle le principe de l'imprimerie? On appelle ça en français l'impression. Donc ça veut dire que tu n'as pas été impressionné par la réalité. D'accord? Ça n'était qu'une impression. Tu n'as pas eu l'impression. Ça veut dire que l'événement, il était là, mais il n'a pas impressionné. Comme quand vous prenez une photo. Aujourd'hui, c'est numérique, mais avant, c'était analogique. Donc vous aviez une pellicule, attention de ne pas la mettre à la lumière, parce qu'elle absorbe la lumière. Donc vous avez un gars qui a pris des photos extraordinaires, en Thaïlande, en Chine, partout. Il revient, il les donne à développer. Toutes les photos sont noires. Le gars, il dit, mais attendez, c'est pas possible. J'ai acheté un Nikon à 4000 €, ouais, avec un objectif à 500 € ou 800 €, 1000 €. Toutes les photos sont noires. Mais qu'est-ce que ça veut dire?
Puis il parle avec le photographe, le gars qui développe là. Puis au moment, il lui dit juste une question idiote. Parce que votre noir, il est d'une densité tellement incroyable. Vous enlevez le bouchon? Il m'a dit non. Il n'enlevait pas le bouchon. Parce que comme il y a un capteur au-dessus là, qui mesure la distance pour calculer le focus, il n'enlevait pas le bouchon. Non, ça a l'air débile, non? Mais il a dit, mais monsieur, quand vous enlevez le bouchon, la lumière, elle rentre à l'intérieur. L'obturateur, il s'ouvre pendant un certain temps, et c'est le temps où la pellicule, elle va être impressionnée par la lumière. D'accord? Eh bien, ce que tu vois, ça s'appelle Vayadarta, et ce que tu impressionnes s'appelle Vashevota, Elevavecha. Donc les gens qui ne s'impressionnent pas, ça veut dire qu'ils n'impriment pas, c'est qu'ils ne deviennent pas ce qu'ils vivent. Donc celui-là, il a vécu, mais il n'a pas enlevé le bouchon. Et tu vois des gens, 20 ans de vie commune, les mêmes engueulades que le lendemain du mariage. 6 enfants, les mêmes erreurs, les mêmes injustices, les mêmes quiproquos, les mêmes crises de nerfs. Tu te dis, écoute, tu ne tires pas des enseignements, tu grandis pas, tu évolues pas. Non, elle n'a pas enlevé le bouchon. Parce que si tu avais enlevé le bouchon, tu aurais pris les anciennes photos, tu les aurais comparées avec les nouvelles, tu aurais dit, oh, c'est pas possible de faire les mêmes erreurs. Donc, tu aurais évolué. Mais comme tu n'as pas enlevé le bouchon, non. Alors, tu ne peux pas évoluer. Et tu ne peux même pas regretter. D'ailleurs, on voit des gens qui ont des cervelles d'oiseaux et qui se lèvent le matin en chantant « Non, rien de rien ». Parce qu'ils ne peuvent pas regretter. Parce qu'ils ont des cervelles d'oiseaux. Ça s'appelle Piaf. Mais c'est ça l'idée. C'est qu'en fin de compte, ton problème, c'est que tu ne t'impressionnes pas. C'est pour ça que le Messiat Yesharim, il dit que Ikar, à Moussar, les hit bonen ou les hit horaires. Les hit bonen, ça veut dire réfléchir. Et les hit horaires, ça veut dire être réveillé. D'accord? Ça veut dire que ça doit bouger. Mais où ça bouge? À l'intérieur. Et les hit bonen, ça vient de bonner. C'est quoi bonner? Construire. Maintenant, vous savez, quand vous dites quelque chose, on entend si le raisonnement il est construit ou il n'est pas construit. D'accord? Ça veut dire que la bina, elle permet un binyan qui est le fruit de la hitbonenout. Maintenant, si tu es construit, c'est parce que tu as construit à l'intérieur. Donc tu es mitbonen des choses. Donc tu es mitbonen de ta colère. Et tu es mitbonen de ta peur. Et tu es mitbonen. Donc qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es servi d'une réalité pour construire à l'intérieur quelque chose de banouille qui s'appelle toi. Et tu t'es servi de l'extérieur pour avoir un réveil à l'intérieur. Pourquoi il faut aller aux enterrements? Vous savez pourquoi il faut aller aux enterrements? Vous savez ou non? Vous savez pas? Non? Ben c'est pour pas oublier que nos parents sont vivants. Donc quand tu vois un gars qui pleure parce qu'il a perdu son père, tu dois courir chez ton père pour l'embrasser, puisque lui, il n'était pas en train de l'enterrer. C'est mytho horaire. Tu dis, mais attends, mais je suis fou. Un jour, je vais pleurer devant le cercueil de mon père. Donc viens, je profite tant qu'il est vivant. Et va et embrasse-le. Ah, c'est pas évident, on habite loin, on a des vies de fous. Il habite de l'autre côté de la rue. Et puis en plus, il comprend plus rien. Et puis à chaque fois que je vais, il me rappelle, il me raconte pour la 108 millième fois comment il a rencontré ma mère à Sidi Bel Abbès. Mais c'est ça, c'est ton père, il est vieux, c'est ça, il aime ça. Il veut que tu lui racontes une histoire, il veut que tu lui tiennes la main, ouais, il veut que tu t'occupes de lui. C'est ça ta mitzvah. Ben vas-y. Ah, mais j'ai pas le temps, j'ai pas que ça à faire. Si je peux, j'essaierai d'appeler cette semaine, ou si je peux pas en début de semaine, ou sinon en fin de semaine. Et il est mort. Ah oui, c'est vrai. Ok. Mais là, il est vivant. Va le voir. C'est bien. C'est pareil quand tu vas à un mariage. Tu vas à un mariage, ouais. Tu vois. Oh, ça, c'est peut-être un peu vieux. Ouais, mais tu rentres chez toi, tu dois faire la nuit de noces avec ta femme. Tu regardes des photos de ton mariage.
Ça te réveille quelque chose. Ouf, c'est normal. Si ça ne te fait plus rien, c'est que tu es un légume. Il y en a comme ça, ils tournent des pages. C'est vrai, il fait des très très beaux albums, avec des très beaux montages, il ne les regarde jamais. Mais quelle différence entre regarder un Messiah Técharim, être touché par un enseignement, prendre la distance entre l'enseignement et soi, et décider de devenir ce qui est marqué, ouais, et regarder la personne qu'on aime, se rappeler le chemin qu'on a parcouru, et s'engager d'aller encore un peu plus loin, et se donner les moyens d'y arriver. Quelle différence? Donc en fait, ton conjoint est un livre de Moussard. Ton fils, c'est un cahier d'exercice, lui. Ouais. C'est ça l'idée. L'idée, ça veut dire que je vais tirer et je vais grandir et je vais évoluer. Mais pour que ça fasse un effet, pour que ça te change, pour que ça te fasse évoluer, c'est à une condition. C'est que tu sois au sec. Vous me suivez ou non? Mais si d'être au sec, si cette âme-là, t'es là, ben il faut le faire, il faut le faire. Écoutez, il faut le faire. D'accord? Il faut le faire. C'est Shabbat, c'est Shabbat. On ne va pas transgresser Shabbat. Alors on fait Shabbat. Mais non, il faut que tu fasses Shabbat. Il faut que tu fasses Shabbat. D'accord? Tu es mis d'horaire du Lechadodi et tu fais bien le Krat Shema et la Mida spécialement du Shabbat et tu rentres chez toi et tu accueilles les Malachim. Après chaque salade, tu dis les Revot Shabbat Kodesh et tu dis merci à ta femme qui s'est esquintée pour les faire. Après tu vas dire un bon Dvar Torah. Après tu engages une discussion avec les enfants. Après tu rigoles avec eux. Après tu sors la petite liqueur. Après on goûte les chocolats. Tu es en train de faire Shabbat. Ou non? Non. Tu n'as pas le petit journal de la paracha de la semaine, après, combien tu as payé ta voiture? Après tu rentres à la maison. Allez les enfants à table, allez les enfants, allez, shalom, allez, suivez, il y en a pas, les chalotes sont congelées, c'est toujours les mêmes salades, tu sais quoi, j'ai même pas faim, bon, alors comment c'était ces semaines, allez, crevez tout, je suis fatigué. Tu dis bon, ça arrive pas souvent, c'est qu'une fois par semaine. Tu t'étonnes que les gosses, ils font pas Shabbat. C'est un cauchemar. C'est pas un Shabbat, c'était la Ramma. Ouais. Mais t'as pas fait. Toujours, je raconte que. Toujours, quand je me rappelle les Shabbats chez les parents, je me rappelle, je voyais la table, avec la nappe étincelante, avec la vaisselle qui brillait, avec les salades, la salade cuite et le poisson frit et les trucs. On voyait le Shabbat. Genre comme vous savez, à l'époque, les posters d'Hamilton, là. Ouais. Comme ça, tout brillant, tout truqué. Bon, et après je me suis marié et tout ça, et puis j'ai passé Shabbat chez moi, chez mes parents, et j'ai vu qu'en fin de compte la vaisselle c'était de l'arcopale, la nappe c'était une nappe imprimée Bacha, la salade cuite, bah, c'était une salade cuite, il n'y avait rien de spécial. Pourquoi c'était magique? Je te dis pourquoi. Parce que les yeux ils étaient magiques. Tu as des yeux magiques, tu vois la magie. Tu aimes quelqu'un, tu la vois qu'elle est belle. Tu aimes quelqu'un, tu vois qu'il est intelligent. Oui. Mais si tu l'aimes pas, ben tu le vois qu'il est moche, tu vois qu'il est bête, tu vois qu'il comprend rien, tu vois qu'il n'est pas attentionné. C'est toi qui crée la magie de la chose, ou tu la rends moche. Alors je te dis, quand tu crées la magie, c'est pas seulement que tu as rendu la chose belle, c'est que par réverbération, hop, ça t'impressionne de quelque chose de beau. Donc tu vas aimer de plus en plus les gens que tu aimes. Ou non. Tu cumules, tu dis il est bête, il comprend rien, il est lourd, il n'est pas attentionné, il n'est pas fin, il sent de la bouche, il sent sous les bras, et tu dis c'est marrant, j'ai envie qu'il meure. C'est marrant, c'est quand même un phénomène. Comment j'ai pu en arriver là? Comment je peux ne plus pouvoir le voir? Comment j'en peux plus de sa tronche? Comment tu es arrivé? C'est très simple. Parce que de la même manière qu'en cumulant des économies, on devient milliardaire, de la même manière, en cumulant des dettes, on devient en cavale. Eh bien, tu cumules des dettes, tu vois que des négatifs, négatifs, négatifs. Mais encore une fois, ce n'est pas le fait de voir le négatif ou de percevoir le négatif, c'est que tu imprimes le négatif chez toi. Comme ça, les gens ils rentrent en dépression. Pourquoi? Parce que tout le monde subit une pression, c'est vivable. Mais quand on vit dépression, on finit en dépression. Parce que dépression. Maintenant, vous allez dire, oui, mais dans la vie, il y a dépression. Mais vous savez très bien, je l'ai dit 1 million de fois, je ne sais plus combien de fois il faut le répéter, que ce n'est pas les pressions qui rendent en dépression, c'est le vécu dépression. Donc le mal vécu dépression donne la dépression. Par exemple, quand tu vis quelque chose à contre-cœur, ça te détruit.
Quand tu vis quelque chose et tu grandis pas, ça te détruit. Quand tu as peur pendant des mois, ça te fatigue. Quand tu as un souci que ça ne se réalise pas, ça fatigue. Quand tu as mal pendant des jours, ça fatigue. Mais c'est quoi tout ça, en fin de compte? C'est que tu vis en rejetant ce que tu vis. Eh bien, vivre en rejetant ce qu'on vit, c'est le contraire d'être au sec. Et c'est épuisant de vivre à contre-courant. Alors que c'est tellement facile de se laisser aller. Vous suivez ou non? L'autre, il n'a pas envie d'étudier Baba Kama. Donc quand les gens disent Arjam c'est Baba Kama, Azmanazé c'est Baba Kama. Le mec, le Baba Kama, page par page, il va le bouffer. D'accord? Mais le gars qui aime la Torah, il dit Baba Kama, Baba Batra, Kiddushin, qu'est-ce qu'il s'en fiche? Il aime la Torah. C'est pareil, ça ou ça ou ça. Il aime tout. Comme quand tu aimes le manger de ta mère. Tu aimes tout, le manger de ta mère. Les gens disent non, c'est trop salé, t'as mis des herbes, t'as mis du goûter. Tu sais quoi? Va t'étouffer. Va t'étouffer. Prends des pâtes crues avec du ketchup sec et mange. Va un peu à l'Yeshiva, va. Moi, je ne mangeais pas la dafina. Quand j'ai été à la Yeshiva et qu'on nous a servi du chien, je peux te dire que je vais manger l'assiette. J'ai dit, mais c'est pas une dafina, c'est une shechina que tu nous as fait là. Une pomme de terre, les trucs, la viande, une shechina. Moi, j'ai des gens, ils ont mangé la dafina de ma mère, ils sont devenus Shomer Shabbat. Direct. Tu prends une cuillère de shechina comme ça. Ils ont trouvé ça normal. Ouais. C'est après, quand tu manges du chien, que là, tu dis, mais attends, mais ma mère, c'est une cuisinière de malade. Mais il faut aller manger du chien de temps en temps. Va être invité chez quelqu'un que sa cuisine, c'est un homicide volontaire. Des fois, tu vois des trucs, tu dis, c'est pas possible. Je connaissais pas cette recette. Vous mettez du riz dans les pâtes. Oui, mon mari, il aime bien. Bon, il n'y a pas d'émincé de chambre à air? Non, non, pas encore. Il y a des gens, ils ne savent pas cuisiner. Mais aucun truc. Oui, mais n'importe quelle épice, n'importe quel khalab. Tu dis, mais vous n'avez pas fait cuire les oignons? Non, on les met comme ça. Ah, tout à froid chez nous, tout à froid, tout à froid. Ah oui, bien sûr, oui. Même le divorce, c'était très, très à froid. Ouais. Non, tu fais un peu revenir. Pourquoi tu mets des pâtes et de l'eau et du sel? Mais non, et du ketchup. Non, tu prends un petit oignon, après tu prends des tomates fraîches, tu les fais truquer, après tu mets un peu d'épices, après tu mets un peu d'huile, ouais, ça truc, après tu manges, elle est bonne cette sauce tomate. Oh, j'ai une petite sauce tomate, ouais. Tu crois parce qu'il a refait revenir l'oignon? Non, parce qu'il a fait avec amour. Et l'autre, c'est pourquoi il s'est débarrassé. Il met là des pâtes avec la flotte, un peu de ketchup. Une fois, j'étais chez quelqu'un, les enfants, ils partent le matin. Elle prend une tranche de pain de mie, elle étale du ketchup, elle donne aux enfants. Je lui dis, mais ils vont avoir la haine de la vie, ces gens-là. La haine, ils vont avoir. Tu pars avec une tranche de pain avec du ketchup. Ah, ils sont petits, ils comprennent rien. Mais donne-leur quelque chose de bon. Mais quelque chose de bon. C'est pas forcément qu'au niveau harmonie des goûts. Non, c'est pas qu'il y a du goût. C'est qu'il n'y a pas de dégoût. Parce qu'il y a le dégoût. J'en ai marre de faire les sandwichs. Alors je leur fais n'importe quoi. Mais quand tu kiffes de cuisiner, l'autre il mange, il est content. Mais si tu vois que le gars il s'étouffe à la première cuillère, c'est que tu as mis de la haine dedans. Vous me suivez ou non? Parce que tu cuisines. Non, faut que je cuisine. Ouais. Après, c'est normal. Après, tu dis, pourquoi il y a la marque du fer à repasser sur la chemise? Ah, parce que j'étais au téléphone. Mais non, tu n'étais pas au téléphone. Mais tu voulais pas repasser. Comme tu n'es pas repassé, tu as oublié de le faire. C'est pareil. Tu dis, mais comment ça se fait que les coins, ils sont sales? Hey, je vais me mettre à quatre pattes derrière les plaintes, je suis comme ta mère, moi. Ok. Mais pourquoi c'est sale sur les côtés? Parce que tu laves en gros. Et c'est pareil. Tu achètes un cadeau, premier truc qui passe. Prends du temps, réfléchis, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qui lui plaît, fais une surprise, trouve des billets pas chers, un hôtel à Marbella, tu l'emmènes. Attends, t'es fou, toi, je vais passer 2 heures sur Internet. Mais ce qui va la toucher, c'est pas Marbella, c'est les 2 heures que t'as passées, t'as pas compris encore. Maintenant, quand t'as passé 2 heures à choisir le cadeau, t'as affiné ton diamant mari. Oui. Et quand t'as cuisiné pendant 3 quarts d'heure, ouais, en fait, tu as affiné tes facettes maman.
Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'amour de sa mère. Ou non? Il prend la ramma de sa mère qui n'aime pas cuisiner. Comme l'étude. Le Khatam Sofer, il dit si un homme, il n'a pas la patience, il ne faut pas qu'il étudie avec ses enfants. Parce qu'il va les dégoûter. Il va commencer à étudier. Alors vas-y, lis la Mishnah. Alors le gosse, il bégaye. Alors, tu la connais pas? Bon, pourquoi je paye l'école? C'est pour ça? Abruti. Débile. Tu comprends rien? Ouais, je t'explique 3 fois. Je comprends rien. Celui-là. Mais comment il va aimer la Torah? Le Khatam Sofer, il dit que c'est assourd. Un père comme ça, il n'a pas le droit. Tu mets Velimatemotam. Non, 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 laisse tomber, laisse tomber. Paye un enseignant qui a Avat Torah, c'est mieux que toi, tu lui donnes la haine de la Torah. La haine, il n'en peut plus. Ils sont traumatisés, ils ont des boutons. Il dit, il a de l'eczéma, ton fils. Oui, à chaque fois qu'il étudie avec moi, il a de l'eczéma. Pourquoi? Parce que c'est pas de l'étude, c'est un examen. Ça lui donne de l'eczéma. Non, il doit kiffer, il est bien. T'as compris, t'as pas compris, je t'explique. Sinon, c'est toi qui m'expliques, fais-moi plaisir, explique-moi. Allez, viens, on étudie ensemble. Tu sais quoi, je comprends rien. T'as de la chance, toi, bon, Hachem, t'étudies. Moi, j'ai pas eu le temps d'étudier. Viens, on fait ensemble. Ah, papa, c'est moi qui t'enseigne, bien sûr. Ah, et la force du père, et le patriarche, et la référence, et le... Ok. Ton père, c'est un patriarche, mais ta mère, elle s'est pendue. Oui, c'est vrai. Donc, vous avez compris? C'est ça au sec. C'est ça au sec. Tu es à 100%. Maintenant, qu'il n'y a pas de différence entre mettre les tefilines à 100%, faire le Birkat Hamazon à 100%, ou alors cuisiner à 100%, ou prendre le temps de parler avec l'enfant à 100%. Je suis avec toi à 100%. 100% dans mon corps, 100% dans ma tête, et 100% dans ma volonté d'être avec toi. Ou non? Non. Là, la preuve. Parce que quand on dit Osek ma mitzvah, Patour mina mitzvah. Ouais, c'est Osek. Mais non. Il y a une loi dans Shabbat qui s'appelle Mit'asek. Vous avez déjà entendu parler de ça? Non? C'est une loi bizarre. Si, Shabbat, vous allumez la lumière, c'est assourd. D'accord. Si, en sortant des toilettes, vous avez oublié que c'est Shabbat, vous allumez, vous éteignez la lumière, c'est assourd aussi. C'est shogeg. Mais si vous êtes occupé en train de faire un truc permis et votre corps il fait un truc interdit, ouais, par exemple vous débouchez une bouteille de vin, c'est permis le Shabbat, et en tirant sur le bouchon, votre coude il tape sur l'interrupteur et vous éteignez la lumière. Vous avez transgressé Shabbat ou non? Oui et non, on est entre nous. Alors, si tu éteins la lumière à moitié dans le coma, Shabbat après-midi, là tu as transgressé Shabbat. Mais si tu tires le bouchon et tu éteins la lumière, tu ne transgresses pas Shabbat. Pourquoi? Ça s'appelle Mit'asek Beshabbat Patour. Ça va? Ça va ou non? Pourquoi? Parce que moi, j'avais la tête, donc j'étais au sec dans un acte permis, qui s'appelle ouvrir une bouteille, d'accord? Mais mon corps, lui, sans que je le sache, sans que je le veuille, il était occupé à un autre acte qui s'appelle écraser l'interrupteur. Donc, Mitasek Bet Shabbat Patour, parce qu'au fond, je n'ai rien fait. Parce qu'un acte, c'est un geste, une conscience et une volonté. Et là, il y avait le geste, mais il n'y avait pas la conscience et la volonté. Donc, je n'ai pas transgressé Shabbat. Maintenant, imagine, à la place de l'interrupteur, il y avait l'œil de ta belle-mère. Et elle a un œil comme ça maintenant. Est-ce que ça s'appelle que tu n'as rien fait? Tu dis Mitasek Bet Shabbat Patour. Et tu peux pas faire l'autre aussi pour coordonner les couleurs? Il dit, c'est quoi cette logique? C'est que Mit'asek Beshabbat Patour. Vous avez compris ou non? Donc, Osek, il fait une mitzvah. Mit'asek, il fait rien. Pourquoi? Parce qu'au moment où il a fait, il n'était pas à 100% dans ce qu'il a fait. Donc, la Torah ne peut pas lui reprocher le Chilul Shabbat, parce que le Chilul Shabbat, c'est une conscience, une volonté et un geste. Ah, vous allez me dire, mais le shogeg, il n'est pas conscient. Bonne question. C'est une bonne question. Ouais. D'accord? Le méside, celui qui transgresse volontairement, il est conscient. On dit en français, il le fait en connaissance de cause. Mais le shogeg, il n'est pas conscient. Oui, non, oui, non, oui, non. Eh bien, le Rav Yerucham Halevi, très religieux, ouais, il dit, Bechol shogeg yesh méside.
Dans chaque involontaire, il y a un volontaire. Alors, je vous traduis en français que quand tu n'as pas tout fait pour que ça n'arrive pas, c'est comme si tu avais tout fait pour que ça arrive. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas la volonté d'être Mehalel Shabbat, mais tu n'avais pas aussi la volonté de faire attention de ne pas être Mehalel Shabbat. Donc, comme tu n'étais pas assez attentionné sur le Shabbat, tu as transgressé Shabbat. C'est comme quand tu dis un gros mot à quelqu'un, après tu dis excusez-moi, ça m'a échappé. Tu dis mais quand Mouloud, le videur de la boîte de nuit qui fait 2,12 m, il insulte ta mère, jamais ça t'échappe un gros mot. Jamais ça t'échappe que tu l'envoies paître. Pourquoi? Tu dis attends, il pèse 198 kilos, il est champion du monde de Krav Maga, tu deviens raisonnable, limite intelligent. T'as compris? Donc ça veut dire que là, tu le fais pas parce que tu es conscient de ce qui se passe devant toi. Donc en vérité, dans le shogeg, il y a un méside. C'est ça l'idée. Ouais. Donc de la même manière, Mita'asek, il est patour. Maintenant, Mita'asek bepatour, beshabbat patour. Mais je pose une question idiote. Mita'asek bahaim, chayav ou patour? Par exemple, quelqu'un qui a fait focus sur son travail et à cause de ça, il ne s'occupe pas de tes enfants. Donc il est osek travail, mais mit'asek bechinour. Celui-là, il est patour ou chayav? Ouais. Celui qui est osek dans sa gahava et qui à cause de ça, il est mit'asek dans son shalom bayit. Il est chayav ou patour? C'est ça le problème. Mit'asek beshabbat patour, mais mit'asek bechaim chayav. C'est évident. Oui, c'est logique là ou non? Pourquoi? Encore une fois. Parce que, on a dit au sec, c'est que la personne, elle est à 100% dans ce qu'elle est en train de faire. Donc, elle crée un mouvement, et tu es un homme. Tu as été fait à l'image d'Hachem. Mais qu'est-ce que c'est Hachem pour nous? Vous croyez en Dieu, non? Oui, non? Oui? C'est quoi Hachem? C'est quoi Hachem? C'est quoi? Hachem, c'est une énorme volonté, oui, positive, que le monde soit pour le bien. Voilà. D'accord? Maintenant, Hachem, quand il va développer sa volonté, cette volonté, elle va se parcelliser en milliards de micro-volontés qui vont se matérialiser sous la forme des anges, et les anges vont aller réaliser la volonté d'Hachem. Ça va? C'est pour ça qu'on dit que derrière chaque brin d'herbe, il y a un ange qui pousse. Qui dit à l'herbe, il y a un ange qui dit à l'herbe pousse. Maintenant, puisque l'homme est fait à l'image d'Hachem, donc c'est quoi un homme? Un homme, c'est une énorme volonté, oui, qui va ensuite se parcelliser en milliards de micro-volontés qu'on appelle des actes, des paroles et des pensées. Maintenant, qu'est-ce qui véhicule une parole? La volonté. Qu'est-ce qui véhicule l'acte? La volonté. Qu'est-ce qui véhicule la pensée? La volonté. Maintenant, dans l'acte, ça s'appelle la motivation. Dans la parole, ça s'appelle la conviction. Et dans la pensée, ça s'appelle la concentration. Mais non, attention. Si tu fais une parole sans conviction, un acte sans motivation et une pensée sans quoi? Sans concentration, ne t'étonne pas que ça ne fait pas d'effet. Tu dis, mais je comprends pas, je l'ai fait. Ah, t'étais pas là. Mais je l'ai dit. Mais tu le pensais pas. Mais je l'ai pensé. Mais tu le pensais pas non plus. T'étais pas concentré. Ça veut dire que c'est nous qui créons le véhicule et le contenu du véhicule. C'est comme si tu écris une lettre, enfin tu envoies la lettre mais tu ne l'as pas écrite. Le gars, il a pris l'enveloppe, il a mis l'adresse, il a mis le papier, il l'a envoyé. Il attend la réaction. Il attend. Et l'autre, il ne réagit pas. Alors qu'en fait, il n'a pas écrit la lettre. Non, ça a l'air débile, non? Oui, non? Oui? T'as envoyé une feuille blanche. Il ne peut pas réagir, le gars. Il ne sait même pas qui c'est qui l'a écrit. Déjà, il dit, vraiment, c'est complètement débile. C'est pas tellement débile. Parce que quand tu dis une chose que tu ne penses pas,
c'est comme si tu envoies une feuille blanche à la personne. Donc la personne, elle comprend rien de ce que tu racontes. Donc elle n'a pas reçu la lettre. Après toi tu dis, mais comment ça se fait qu'elle n'a pas réagi? Mais elle ne peut pas réagir, puisque toi-même, comme tu ne penses pas ce que tu dis, donc l'autre, elle n'a rien entendu. Ah tu dis, mais pourtant je l'ai dit. Mais c'est rien de dire. Quelle différence entre rôter et parler? Au contraire, quand tu rentres, tu parles plus, puisqu'on sait ce que tu n'as mangé à midi. C'est un mode d'expression chez les Bédouins. Oui. Tu demandes, c'est quoi le menu? Ah, je viendrai manger demain. Oui. Mais c'est quoi l'idée? Ça veut dire que la lettre, en fin de compte, elle contient le message. Donc la parole, elle contient le message. Donc l'acte, il contient le message. Le contraire aussi. Moi, j'ai vu des gens, par exemple, qui avaient beaucoup souffert d'une personne, mais vraiment beaucoup souffert. Je ne vais pas vous salir la tête, mais des choses très graves. Je lui ai dit, écoute, il faut que tu écrives à cette personne. Écris. Ah, je pourrais jamais, Rav. Ah, je peux pas, c'est de ma famille, c'est honteux, ça va faire un scandale, il va devenir fou, sa femme va le quitter, c'est obscène, c'est dégueulasse, c'est dégoûtant. Je lui dis, t'écris. Elle écrit. Tu mets dans une enveloppe, mets dans l'enveloppe, et tu mets la boîte aux lettres. Il met la boîte aux lettres. Mais grave, vous savez le scandale que ça va faire dans la famille? Je dis, mais je t'ai pas dit de mettre l'adresse. Vous avez compris? Oulala. Vous avez compris ou non? Tu as écrit, c'est-à-dire que tu as exprimé. Donc ta douleur, elle te pourrit à l'intérieur. Maintenant, tu dis, tu sais ce que je vais faire? Je vais rendre malade le papier. C'est le papier qui est malade. Moi, je vais bien. Maintenant, je n'ai pas besoin que l'autre y reçoive la lettre. Je n'ai pas besoin, parce que je ne le changerai pas. C'est un malade mental, c'est un psychopathe, il est fou. Ouais. Et sa femme, elle est plus folle parce qu'elle sait ce qu'il fait, elle le couvre. Et ses enfants, ils le savent, ils le couvrent, c'est une famille de malades. Mais moi, j'étais une victime sur la route d'un malade. Maintenant, je ne vais pas continuer à souffrir parce que j'ai eu la malchance de rencontrer un malade. Donc, je vais me soigner de la maladie. Comment je vais faire? Je vais me désolidariser. C'est comme si je suis tombé dans un tas de fumier, et ben, je vais prendre une douche. C'est pas que je vais rester avec la saleté en disant « Jamais j'oublierai. Ça se sent. » Va te laver. Va te désolidariser. Oui? Ben, quand tu écris la lettre, c'est un acte de thérapie. Parce que tu mets toute la remma dans la lettre, et tu racontes les détails, et tu pleures en l'écrivant, et tu maudis le gars, et tu le pourris, et tu l'excommunies. Et quand tu as bien sorti tout le pu, là tu peux cicatriser. Mais la lettre, c'est pas grave s'il l'a pas reçue. Moi, une fois, j'avais les nerfs comme ça contre quelqu'un, j'ai écrit un email, mais j'ai écrit un email, et je ne l'ai pas envoyé. Et j'étais bien. J'étais bien. Je suis bien. Sinon, tu gardes à l'intérieur, à l'infini, ça se développe. Parce que Dvarim Asichliim Enam Mitachat Azman, il dit le Maharal, les choses de l'esprit ne sont pas soumises au temps, elles ne sont pas soumises non plus à l'espace. Donc les soucis à l'intérieur, ils se développent à l'infini. Par contre, quand tu les exprimes, oui, ils rentrent dans le monde de la réalité, et la réalité, elle a un début, et le début a une fin. C'est pour ça que quand les gens ils ont des problèmes, je leur dis, écoutez, prenez un papier, écrivez. Rav, ça serait trop long. J'offre la première ramette. Tu crois que tu vas écrire plus de 500 pages? Les gens, ils ne veulent pas écrire. Ah non, je pourrais pas. C'est trop. Déjà d'y penser, regardez, j'ai les larmes. J'ai écrit. T'arrives pas? Va aux toilettes, pense-y. Et quand ça sort, tu penses que c'est ça, que c'est ce qui sort, et que ça sort sur sa tête. Non, j'ai donné ce conseil à des gens qui avaient subi des agressions sexuelles par des gens de leur famille. C'était la seule manière de les sauver. Au Hachem, ils sont mariés, ils ont des enfants. On dirait qu'ils te racontent une autre histoire, comme un film qu'ils ont vu. Ouais. Mais si tu le gardes à l'intérieur, pourquoi? Parce que tu as bien compris maintenant. Parce que si ce que tu vis, ça peut s'imprimer, ouais, tu peux aussi l'effacer. La preuve, les gens qui sont dans un déni de culpabilité, ils changent l'histoire. Pourtant, c'était imprimé, non? Les gens qui n'arrivent pas à assumer une chose qu'ils ont souffert, ils ont l'impression de ne pas l'avoir vécu.
Parce qu'il y en a même qui se soient par hypnose. Et il y a des gens, il y a un gars, il avait très peur, il avait des peurs. On lui a expliqué, on lui a parlé, il a fait un stage, des khalalababa. Le gars, à la fin, il a fait une hypnose. Il a fait un traitement par l'hypnose. Il a été à l'intérieur, il lui a dit, t'as pas peur, ouais, tout va bien, c'est toi le pilote de l'avion, tout va se passer super. En vérité, voler dans l'air ou voler par terre, c'est pareil, il n'a rien. Et le gars, il a pris l'avion, il n'a plus rien. Je ne comprends pas, le mec, ça fait 38 ans qu'il a peur de prendre l'avion. En 2 séances, il n'a plus rien, il n'a plus rien. Pourquoi? Parce que tu as été à la racine du problème, tu as été dans le macom du problème, et tu l'as, et tu l'as déraciné. Tu vois, là où ça s'était impressionné, ouais, tu l'as dépressionné. Tu peux faire ça. D'accord? Comme tu peux enlever la haine. Tu peux enlever la rancune. Une femme, elle vient et me dit, moi, Rabbi Chetrit, j'en peux plus. Ma belle-mère, elle est folle, elle est méchante, elle est interventionniste, elle rentre dans ma vie, elle me saoule, elle veut ranger mes placards, je suis pas là, elle me change la disposition de la maison, elle me dit que les serviettes, elles sont à gauche, elle me demande c'est quand la nida. J'en peux plus. Tu voulais savoir la vérité? Elle me dit oui. En fait, votre belle-mère, elle est bipolaire. Ah bon? Elle est bipolaire. C'est pour ça que tous les 15 jours, elle est bien, et tous les 15 jours, elle fait la gueule. Elle est bipolaire. En fait, elle est malade. Elle est malade, Marbona. Oh là là, la pauvre, que Dieu la protège. Je vais allumer une veilleuse. Je ne comprends pas, mais c'est la même belle-mère. C'est la même. Mais avant, tu dis qu'elle crève parce qu'elle est méchante, et après, tu dis la pauvre, qu'Hachem lui envoie chez les mains parce qu'elle est malade. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Tu as changé de regard. Vous me suivez ou non? C'est pareil, cet enfant-là, tu t'énerves. Pourquoi tu n'écoutes pas en classe? Pourquoi il n'y a rien écrit sur le cahier? Pourquoi tu fous rien? Tu es une sale race, comme ton père, comme la famille de ton père. Après, ils viennent chez moi, Rabbi Chetrit, priez pour cet enfant, il ne fait rien à l'école. Je dis, dites-moi, vous l'avez vérifié la vue? Non. Allez-y. En fait, il ne voit rien. Depuis le début de l'année, il ne voit rien. Elle ne peut pas écrire ce qu'il y a au tableau, il ne voit pas ce qu'il y a écrit au tableau. Vous avez compris? L'autre, il n'entend pas bien. L'autre, il a un défaut dans l'œil. Les lignes, elles se superposent. Ouais, les lettres, elles sautent. Alors, il fait de la rééducation, il met des lunettes. Maintenant, c'est le meilleur de la classe. Et toi, tu le pourris. Tu es un glandeur, tu as un truc. Le professeur, il a raison. Pourquoi tu fais rien? Pourquoi tu n'es pas concentré? Mais il n'entend pas. Il ne voit pas. C'est débile, non? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as juste eu la mauvaise lecture de la situation. Maintenant, tu vas être attentionné, tu vas lui raconter des histoires, tu vas lui apprendre des choses. Pourquoi? Parce que comme tu avais impressionné une mauvaise image de lui, tu vas déraciner cette mauvaise image. Ça va? Mais comment tu avais impressionné? Parce que tu avais été au sec dans le côté négatif. Maintenant, tu vas être au sec dans le côté positif. Et bien, ça s'appelle en français se construire. Ça s'appelle se faire une idée. Ça s'appelle se remettre en cause. Ça s'appelle évoluer. Ça s'appelle grandir. Ça s'appelle Osek Ba Mitzvah. Maintenant, attention, le Yesod, c'est que pour réussir à le faire, c'est que tu dois le faire à 100%. Mais si tu fais ça en même temps que tu fais autre chose, si tu es ici et tu es ailleurs, si tu as la tête ici et tu as la tête ailleurs, ça ne marche pas. C'est comme des fois, il vient dans Shalom Bayit. Écoutez, mon mari ne veut pas revenir. Le truc, il veut qu'on fasse un break. Il veut quitter la maison. Il dit qu'il a besoin de prendre de la distance. Il a besoin de réfléchir. Moi, je dis, venez. Après, je fais sortir la femme. Je dis, elle s'appelle comment? Il me dit quoi? Votre maîtresse, elle s'appelle comment? Mais ça va pas. Mais qu'est-ce que vous dites? Vous êtes Rochette Bekchérim. Je dis, elle s'appelle comment? Si moi, je passe 4 heures avec quelqu'un, et je t'ouvre le cœur, et je te fais l'intelligence, et je te montre que tu n'as pas fait d'effort, et je te montre que tu n'avais pas de programme, et je te montre que c'est des erreurs de gamin, et je te montre que c'est l'Yitzhara, et malgré ça, tu ne veux pas donner de chance, c'est qu'il y a quelqu'un qui t'attend quelque part. Tu as où aller. Maintenant, tu ne peux pas être ici et avoir le cœur ailleurs. Vous me suivez ou non? Tu ne peux pas faire des études en pensant que tu aurais dû en faire d'autres. Tu ne peux pas être à la yeshiva et penser au business. Tu ne peux pas être au magasin et penser au Tosfot. Parce que là, tu vas rater la vente et là, tu vas rater le Tosfot. Tu vas tout rater. Ça s'appelle Aosek Ba Mitzvah, Patour Mina Mitzvah. À plus forte raison, Aosek Ba Mitzvah, Patour
mina avera. Vous avez déjà été aux toilettes? C'est très bizarre les toilettes. Vous savez, quand vous rentrez aux toilettes, il faut fermer la porte. C'est mieux, ça évite les surprises. Ouais. Maintenant, imaginez, il y a quelqu'un qui a un besoin pressant. Il vient, il tape à la porte, il dit rentre, ouvre la porte, j'ai besoin, ouvre la porte. Tu dis mais je peux pas, je suis aux toilettes, c'est fermé, c'est occupé, il ne peut pas rentrer. Allez, pousse-toi un peu, fais-moi de la place, on peut s'asseoir tous les deux. Mais t'es malade, mais t'es fou, mais il est fou celui-là. Qu'est-ce que tu dis? Écoute, les toilettes sont occupées. Ça va pour vous? Ça vous comprenez ou c'est trop abstrait? C'est clair? Alors moi, de vous à moi, quand il vient le Yetzirara et qu'il te propose une Avera, un Lachonara ou un décolleté, tu lui dis, mais Hila, Ani Rasouk. Je suis en train de réviser une Mishnah, comment tu veux que je fasse? Je ne peux pas regarder le décolleté, je ne peux pas faire la Mishnah et le décolleté. J'arrive pas. Tu me dis, viens voler, je ne peux pas. Je suis en train de m'occuper de faire une mitzvah. Je ne peux pas faire une Avera. Osek ma mitzvah, pas tourner Avera. Et si tu vas dire, alors comment qu'on arrive à faire des mitzvot et des Averot? Baruch Habba Bekom. C'est vrai, comme un Rav, il a posé la question. Il a dit, je comprends pas, c'est marqué mitzvah goret mitzvah. Une mitzvah entraîne une mitzvah. Alors comment quelqu'un il a pu faire une Avera juste après une mitzvah? T'as des gens comme ça. Ils ont regardé un film dégueulasse sur Internet et après ils disent, oh, la shkia, je vais rater mincha. Mais quel mincha? Quel mincha? Tu viens de regarder un film dégueulasse. Dégueulasse. Et maintenant tu dis, hop, la shkia, hop, la shkia. Mais quelle shkia? Qu'est-ce qu'il y a de grave? Rat mincha. Ah, ça n'a rien à voir, les mitzvot, la vérote, la pilpoul, mais comment tu te sens? C'est comme si tu pourris quelqu'un, tu l'insultes et tu lui dis, bon, à part ça, on fait un tennis? C'est comme si moi je reçois quelqu'un, je le frappe. Après je lui dis, bon, t'es prêt à faire des efforts au niveau du Shalom Bayit? Quoi? Crève, étouffe-toi. Mais c'est normal. Donc toi tu craches à la figure de Dieu, et après tu lui dis, Ave, Mekabel, et Tefilateno, Beratson. Fais-toi discret. Fais-le mort. Non, tu regardes ton film dégueulasse, et après, encore hier, quelqu'un m'a raconté des trucs qui sont faits entre froum, hein, des embrouilles, des magouilles, des lachonara, des mecs qui cassent l'autre pour récolter de l'argent de l'autre côté, des tralouettes. Je lui dis, Béhémet, dis-moi, ils croient en Dieu ces gens-là? Ils croient en Dieu, ils croient que Dieu, il va les aider dans leur projet, alors que pour faire leur projet, ils ont détruit l'autre projet. Mais Béhémet, ils croient en Dieu? Je sais pas, moi Non, on est entre nous, hein. Je pose la question. Je crois que le mec, il croit pas en Dieu. Tu peux pas croire en Dieu et faire des tralouettes pour obtenir de l'argent en cassant l'autre, faire un lachonara à la yéria pour pas que le mec il obtienne son terrain, et après casser l'autre pour dire que sa yeshiva elle est pourrie, comme ça tu peux grandir la tienne, ou aller chez le donateur et lui dire l'autre il fait n'importe quoi avec l'argent pour que récupérer le donateur. Tu peux faire ça, tu arrives à faire ça, et tu dors la nuit, tu mets les tefilines le matin. Mais sur quoi tu as mis les tefilines? Sur un cadavre? Sur un mort? Vous comprenez ou non? C'est comme si tu étais dans le caca jusqu'ici, et tu dis, Efchar, est-ce qu'on peut dire des livrets Torah, Bemakomot, Amitunafot? Mais tu es dans le caca, tu es tombé dans pas une vraie sceptique, une fausse sceptique. Tu te sens bien de dire un livré Torah? Tu peux pas. C'est comme quand tu as les mains sales. Vous avez remarqué ça? Tu prends des trucs poussiéreux, tu n'arrives pas à travailler. Ouais. Tu peux pas toucher l'ordinateur, prendre ta guémara. Il faut que tu te laves les mains. Tu peux pas être avec les mains sales. Mais là, tu es entièrement dégueulasse. Et après, tu viens dire, oui, mais il y a une khumra de Rav Eliashiv. Mais quel Rav Eliashiv? Quel Rav Eliashiv? Laisse-le tranquille. Tu viens de faire une crasse à $200 000, et maintenant tu viens nous dire que, d'après Rav Eliashiv, quand tu as un cheveu qui dépasse, de quoi tu parles? De quoi tu parles? Qui c'est qui a parlé là? C'est toi qui as parlé? Je te dis, à Osek ba mitzvah, patour mina avera. Donc c'est une grande ségoula que les Khamim t'ont donnée. C'est que quand tu es occupé à faire le bien, tu n'as pas le temps de faire du mal. Donc si tu as trouvé le temps de faire du mal, ou si tu as pu faire du mal après que tu as fait du bien, c'est que ton bien n'était pas du bien, ou que ce n'était pas en train de faire du bien. Parce que où tu as trouvé l'énergie pour faire le mal? Ou alors ça veut dire qu'il y avait assez de mal dans ton bien pour entraîner du mal. Puisque mitzvah goret mitzvah et avera goret avera. Donc si tu as fait une avera après une mitzvah, c'est que dans ta mitzvah, il y avait assez d'avera pour provoquer la prochaine avera. C'est vrai ou non?
pour ça on raconte toujours avec la yeshiva de Vologine. Vous vous rappelez avec la yeshiva le donateur, non? Ça vous dit rien? Quand ils ont voulu construire la yeshiva de Vologine, il y a un donateur qui a payé le terrain. D'accord? Donc le gars, c'était un milliardaire, il a acheté le terrain. Il a payé tout le terrain. Et ils ont fait une grande ASEFA, une réunion de tous les rabbinim et de tout le public et tout ça, pour remercier pour le kavod. Le gars, il a donné, je sais pas, 10 millions de roubles pour acheter le terrain. Et ils vont poser la première pierre. Et tout le monde était là, ils ont fait une estrade, et les rabbinim, Ezesrout, Kol Alimud, Atorah, Yotzemi, Yeshiva, Kdusha, Shel Vologine, qui lui ont fait un kavod extraordinaire. Écoutez, il y a un rav qui est monté, il a dit, je ne suis pas jaloux de la mitzvah qu'il a fait ce gars-là d'acheter le terrain de la yeshiva de Vologine, que de là-bas il va sortir les 3/4 de tous les rabbinim de toute l'Europe, avec des millions de talmidim. Je ne suis pas jaloux de la mitzvah qu'il a acheté le terrain. Oui? Il a dit, je suis jaloux de la mitzvah qu'il a fait, qui lui a donné le mérite de faire cette mitzvah. Et cette mitzvah, elle doit être incroyable, puisque personne n'est au courant. Pour l'autre mitzvah, on n'a pas fait une asefa de rabbanim, on n'a pas fait des estrades, on n'a pas fait du kavod, on n'a pas fait un festin. Il a fait un truc en discret, le gars, qui lui a donné le mérite. Il dit, cette mitzvah-là, en cachette, qui lui a permis d'avoir le sroud de faire cette mitzvah-là, c'est celle-là que je suis jaloux, c'est pas celle-là. D'accord? Donc quand quelqu'un il fait une belle avéra, une belle... Vous savez, il y a des gens, ils veulent faire des avérotes, la méadrine. Ils ne vont pas faire comme ça une bêtise. Non, ils vont trouver une femme mariée, froum, avec 5 enfants. Ils font des avérotes glattes, pas des petites avérotes comme ça. Genre, il a regardé une affiche comme ça, en tournant l'œil, il s'est fait un torticolis. Non, il a été la draguer, il a été la truquer, il l'a détourné de son mari, il l'a emmené dans un village en Australie. Une belle avéra. D'accord? Tu te dis, mais attends, mais pour avoir le mérite de faire une avéra tellement pourrie, quel genre d'avéra il a dû faire avant pour pouvoir faire cette avéra-là? Les Baal et Moussar, ils disent, il faut toujours regarder ce qui ne se voit pas les choses qui se voient. Les choses qui se voient, ça porte à interprétation. Mais les choses qui ne se voient pas, vous savez, une fois, un rave, il m'avait raconté, je ne sais plus quel rave. Toute sa vie, il avait été un Baal Moussar. C'était un Baal Moussar. Moussar. L'ennemi le trait d'imitat. Et un jour, à la fin de sa vie, on a insisté, il a fait une dracha de Gemara, et on a vu que c'était un gaon, ouais, dans la Gemara. Et après, il s'est mis à pleurer. Il a dit, pourquoi vous pleurez? Il a dit, parce que peut-être que tout mon sra de Géonou de la Gemara, je l'ai perdu à cause de cette gava que maintenant les gens ils savent que je suis très fort dans la Gemara. Avant les gens ils pensaient que j'étais un mashgiach. Ouais, ils ne savaient pas que j'étais un vrai Talmid Chacham. Le gars il connaissait toute la Torah entière. Mais les gens ils croyaient qu'il était là pour raconter des histoires. Ah Baal Shem Tov Amar. Alors que le mec connaissait tout. Il a dit peut-être qu'avec cette dracha là, maintenant j'ai perdu le sroud de la mitzvah qui était cachée. Que c'est la vraie mitzvah. Nous qui vivons à l'époque du design et du marketing et de l'ambiance et de la photo et de l'image, c'est de plus en plus dur de faire des choses cachées. Maintenant, pourquoi est-ce que tu fais des choses cachées? Pourquoi? Parce que les choses cachées, elles n'impressionnent pas de la même manière que les choses voyantes. Parce que quand tu fais des choses voyantes, ça s'imprime dans le regard de l'autre. Mais quand tu fais des choses cachées, ça a plus de chances de s'imprimer chez toi. Donc il faut que tu te débrouilles, que quand tu es au sec ma mitzvah, ouais, tu sois au sec à 100% dans une mitzvah, mais pas parce que la personne te regarde. Et ça c'est très dur. Je vous raconte l'histoire. La maman, elle a 23 ans, elle a son premier garçon. Il a 1 an et demi. Elle est là en train de cuisiner. Et son fils, il court à la salle à manger. Elle entend qu'il court. Tam, 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 tam. C'est du parquet. Il court. Tam, 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 tam. Et puis à un moment, elle entend. Tam, 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 tam. Donc elle a compris qu'il est tombé. Elle a peur, c'est son premier. Elle va pour se lancer. Elle dit attends 2 minutes. Elle attend. Et elle n'entend rien. Et elle compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et elle entend. Alors, elle se pose la question, c'est intéressant au niveau psychiatrique,
Quand tu tombes et que tu as mal, tu pleures tout de suite. Pourquoi l'enfant, il a pleuré au bout de 7 secondes? C'est long, parce que le système nerveux, il reçoit la douleur tout de suite. Ouais. Comment ça se fait qu'il a pleuré au bout de 7 secondes? Vous savez pourquoi? Parce qu'il a réfléchi, est-ce qu'il avait un public pour sa douleur? Aussi oui ou non? Il s'est fait mal. Mais est-ce que ça vaut le coup de crier? Comme ça, peut-être je vais obtenir un bonbon ou là une sucette. Ou non? Ça, c'est à 1 an et demi. Déjà, à 1 an et demi, il vit dans le regard de l'autre. Alors, à 41 ans et demi, comment qu'il va arranger son chapeau? Comment qu'il va prier avec la kavana? Comment qu'il va tourner la tête, Hazvé Shalom, pour ne pas regarder alors qu'il va à la plage mixte? Ben, qu'est-ce que tu fais là, Réhouven? Non, ici, je m'appelle Maurice. Mais t'es incohérent? Non, tu comprends, pendant les vacances, on se détend un peu, on est va. Comme j'ai vu des gens, Abdebrak, qui se bagarraient, Khatam Sofer de là, Khatam Sofer, Khatam Sofer, Khatam Sofer de là, Khatam Sofer, Khatam. Après, je les vois à Paris manger dans des restaurants où nous, on regarde même pas l'étiquette. Mais tu manges? Il me dit, Aval Zebed Din Sedek. On mange pas, tu manges toi? Toi, tu m'as fait un lachonara de malade sur genre Khatam Sofer de Petar Tikva ou de Patar de je sais pas quoi. Ouais. Et là, tu manges un truc que tu vois que le chômeur, il fume des joints devant toi. Il n'y a même pas de chômeur. Tu dis, Aval Yesh Teuda, ma tam damer lachonara, la Ben Din. Je dis, mais tu manges pas, on mange pas, tu manges toi. C'est comme ou non? Maintenant, j'ai une question. T'es qui toi? T'es le mec d'Emra qui parlait, ou t'es le gars qui mange là? T'es lequel des deux? Pas pour moi. Moi, ça me change rien. Je fais pas des statistiques sur le nombre de brels qu'il y a dans le monde. Non. Mais toi, tu te demandes pas, je suis qui, moi? C'est-à-dire, toi, t'es opportuniste. C'est comme ça, c'est comme ça, comme c'est comme ça, c'est comme ça. Tu te balades. Oui, tu te promènes, tu te trucs. Tu sais pourquoi? Parce que t'es pas au sec ba mitzvah. Si Béhémet, là-bas, tu avais un vrai problème de cache-route à Bnei-Brak. Quand tu arrives là, eh ben, d'accord, il n'y a pas de manger, il n'y a pas l'ashgacha que tu veux. Bah, tu manges pas. Tu manges pas, tu vas chez le goy, tu prends des galettes de riz, et tu prends des fenouilles, et encore c'est compliqué, et des pommes de terre, et tu manges, et c'est tout. Ah, mais j'aime la viande. Ben, t'aimes la viande, mais il n'y a pas l'ashgacha. Baba Salé, pendant 25 ans, il n'a pas mangé de viande parce qu'il n'a pas trouvé un bon chouchet. Et toi, tu dis, mais j'ai faim, j'aime pas le tarama. Mais c'est tarama que tu ne devrais pas aimer. Oui, encore une fois, c'est pas le problème que tu manges là-bas ou tu manges là-bas. Le problème, c'est que tu manges là-bas et là-bas. J'arrive. Vous avez compris ou non? C'est ça le problème. C'est-à-dire que en fait, tu n'es pas au sec ma mitzvah. C'est ça qu'il y a une halakha incroyable. Je l'ai citée hier soir, mais je peux la reciter aujourd'hui, c'est pas très grave. Si pendant Pessah, on est le 3e jour de Pessah, vous avez fait une bdika hametz extraordinaire, et la maison, elle est propre, il n'y a pas une miette de hametz. Pas une miette. Et... oui, et vous êtes en train d'étudier la Guémara tranquille à la salle à manger, et il y a un chat qui saute par la fenêtre, qui rentre dans la salle à manger, avec une chala, je crois qu'il va, ouais, avec une chala de 250 grammes, ce qui est un peu plus que kazaït, ouais. Et le chat, il passe devant vous en courant, et vos gosses, ils lui courent après, Khatoul, khatoul. Ouais, et toi, tu cours après le chat, il tourne dans le couloir, et tu le vois devant toi, sauter par la fenêtre, mais sans la hala. Ça a été repris par un auteur très connu qui s'appelait Bor al-Sara. D'accord? Donc, tu vois qu'il n'y a plus la hala. Donc, tu sais que la hala, elle est chez toi. Maintenant, vous savez que le chat n'a pas de titre de propriété sur la hala. D'un autre côté, on transgresse Pessah seulement sur un hametz qui nous appartient. Mais le problème, c'est que le makom, il les connaît. C'est-à-dire que ta maison, en recevant le hametz du chat, ouais, elle acquiert le hametz du chat. Donc, du coup, ça devient ton hametz. Et à ce moment-là, tu transgresses balirei, baliematzé, le fait de considérer le hametz et le fait de posséder le hametz tout de suite, à chaque seconde, dans ta maison.
C'est comme si toutes les 3 secondes, tu manges une cuillère de cochon. Parce que l'otochal chazir, c'est un lave de la Torah, c'est un interdit. Et ne pas posséder le chametz et ne pas considérer le chametz, c'est aussi 2 interdits de la Torah. Donc chaque seconde, tu dis, mais attends, mais j'ai rien demandé. Moi, le truc, il tombe de nulle part. Ce chametz, j'en voulais pas. Et d'ailleurs, j'en veux pas. Ok, t'en veux pas, mais il est chez toi. T'en veux pas, mais il fait 250 grammes. Il est chez toi. Donc, a priori, tu transgresses l'interdit de balirae, balimatse, toutes les secondes. Ça va? Oui? Non? Oui? Non? Alors, le Ran, il dit que si tu restes assis sur ton canapé, tu transgresses l'interdit toutes les secondes. Mais si tu te lèves et tu cherches le chametz, même si tu ne le trouves pas, pendant 1 heure, pendant 2 heures ou pendant 3 jours, tout le temps que tu es occupé à chercher le chametz, tu ne transgresses pas l'interdit de posséder et de considérer le chametz. Tu sais pourquoi? Parce que tu es en train de chercher. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça veut dire qu'il n'y a pas une mitzvah de chercher le chametz. Il y a une mitzvah. Il n'y a pas une mitzvah de trouver le chametz. Il y a une mitzvah de chercher le chametz. Maintenant, si quand tu cherches le chametz, tu trouves le chametz, kol hakavod, je suis fier de toi. Mais si quand tu cherches le chametz, tu ne trouves pas le chametz, c'est pas grave. Parce que je ne vais pas te condamner d'avoir eu du chametz, puisque toi, tu montres que tu ne veux pas du chametz, puisque tu cherches le chametz. Ça va? C'est facile. Voilà. Donc ça veut dire que, tu vois le shalom bayit des fois, c'est pas forcément d'obtenir tout le temps le shalom bayit, mais quand tu es en bonne volonté d'avoir le shalom bayit, tu as la récompense du shalom bayit. D'accord? Peut-être ton fils, il va pas être le stapler, mais toi, tu t'es forcé, tu t'es accroché, tu as révisé, tu l'as encouragé, tu l'as aimé, tu l'as aidé. Ouais, toi, tu n'as pas fait un stapler, mais toi, tu as été le père d'un stapler. Mais lui, il n'est pas devenu le stapler, c'était son choix. Mais toi, tu as fait ce que tu avais à faire. Maintenant, tu vois, quand tu es dans cette dynamique-là, d'accord, de osek, ba mitzvah, oui, il n'y a pas de place pour la vera. Donc quand tu es occupé à voir le bien, il n'y a pas de place pour voir le mal. Quand tu es occupé à dire merci, il n'y a pas de place pour faire des reproches. C'est que c'est toi qui décides. Mais ça va dépendre. Est-ce que ton osek, il va être à 100% ou non? C'est pour ça qu'on a besoin que tu sois osek beyadaim, physiquement, d'accord? On a besoin que tu sois tout le temps en train d'aller vers une nouvelle mitzvah, tu es osek dans le cheminement, et on a besoin que tu sois occupé dans ta tête à dire je suis en train de faire une mitzvah. C'est ça qu'on dit, une chose à la fois, une chose à la fois. Et si quelqu'un il va dire, oui, mais si je peux faire plusieurs choses à la fois, c'est dommage de faire une chose à la fois. Mais tu n'as pas remarqué que quand tu fais une chose à la fois, eh ben, finalement, tu peux faire beaucoup de choses, bien, l'une après l'autre, une chose à la fois. Mais quand tu fais plusieurs choses à la fois, tu fais rien. Chaque chose, elle est faite à moitié, et chaque chose, elle ne finalise pas, et tu n'as pas la satisfaction d'avoir fait quelque chose, parce qu'en fin de compte, tu n'as rien fait. Donc, ça veut dire qu'il faut apprendre à agir bien. Après, il faut apprendre à agir vite. Et après, il faut apprendre à agir vite et bien. Comme toi. Au début, tu t'es marié, on te dit fais la hala. Alors tu voulais faire absolument la hala avec 4, je sais pas quoi là. Ouais. Alors tu étais au téléphone avec ta cousine. Alors que je mets laquelle après, mais j'arrive pas. Alors tu faisais une espèce de hala dangereuse. Ouais. En plus, tu as oublié de la faire monter, donc quand tu la poses sur la table, bah. Combien tu as fait de challah avec le kilo de farine? Une. Donc c'est pas une challah, c'est un parpaing. Il ne sait pas s'il va faire chez Akol ou un moti. Tu peux la garder, elle est belle, elle est magnifique, mais elle est dure. Elle n'a pas monté, elle est lourde. Ouais. Après, tu fais le deuxième Shabbat, troisième Shabbat, à la fin, tu vas avec ta copine, comment tu vas faire? La 4-13, tu arrives à... Tu as appris bien, tu as appris vite et bien.
dans chaque chose. D'accord? Comme dans tout. Des fois, les gens me disent, mais comment vous dites tellement de choses tellement profondes, tellement rapidement? Je dis, mais j'ai réfléchi sur chaque chose. Après, j'ai fait des combinaisons de choses intelligentes. Et après, j'ai fait des combinaisons rapides de choses intelligentes. Maintenant, n'essayez pas de faire ça après 2 semaines de collège. Ça ne marche pas. Il faut le faire à peu près après 10 ans de réflexion. Ça marche. C'est faux parce que tu cumules des yesodotes. Et en fait, tu fais du tricotage de yesodotes. Mais si pour avoir un yesod, il te faut 2 semaines, ça va être dur de mettre le deuxième. Alors un yesod toutes les minutes, c'est encore plus compliqué. Mais ça dépend qu'est-ce que tu as dans le grenier. Ça dépend qu'est-ce que tu as en réserve. Ben, c'est pareil. Tu fais une mitzvah, encore une mitzvah, encore une mitzvah, encore une mitzvah. Mais il ne faut pas avoir peur de la faire bien. Tu fais le tosfot, fais-le bien. Tu fais ce daf, fais-le bien. Tu dis, mais non, je peux faire 3 à 4 dapim, fais-le bien, ça ne sert à rien. C'est comme les halachot, tu les fais bien. Tu regardes bien. Si tu peux, tu fais l'agdama du Mishnah Bora. Si tu peux garder la Gemara sur le sujet. Après, tu regardes un peu le Bet Yosef. Après, tu regardes le Mishnah Bora. Tu regardes le Biur Halacha. Après, tu écris un petit sikoum. Cet halakha là, tu l'oublieras jamais. Toi, qu'est-ce que tu fais? Non, tu prends le kitsour et tu lis. Après, tu dis, c'est marrant, je me rappelle rien. Tu dis, ouais, mais attends, avec toutes les halakhot qu'il y a, on ne peut pas faire 2 halakhot par jour. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi tu ne fais pas bien 2 halakhot par jour? Oui. Kol amarbe, ve kol amam'id, ve'ika, sheikaven libo la shamaim. Et crois-moi, il les connaît, le gars. C'est 2 halakhot par jour. Eh bien, à la fin, il a fini tout. Mais combien de fois il l'a fait? Une fois, le Rav Moshe Feinstein, il était dans la rue. Il sortait de la voiture. Au moment où il sortait de la voiture, ils ont ouvert la porte. Et il y a quelqu'un qui l'a raté. Rav, Yeshliché est là, j'ai une question. Il a montré un petit bout de papier comme ça, un petit bout de papier. Il avait fait un petit dessin du quartier. Il a dit à Rav, Efchar la sim po eruv, kacha, kacha, vekacha, vekacha. Alors le Rav, il a fait comme ça, il a fait. Ken, Moutar, tac, il est parti. Il y avait un petit vieux à côté, il s'est énervé. Mais c'est Rav Moshe Feinstein. Il a dit, Ma, kacha poskim, barechov, kacha. Sur un petit bout de papier, on est possède qu'une halakha de hérouv. Mais la halakha, le hérouv, c'est des halakha très compliqué. Ça veut dire quoi? D'être possède comme ça sur un petit bout de papier, comme ça dans la rue, en 5 minutes. C'est quoi ça? Ouais. Alors Rav Moshe Feinstein, gentiment, il s'est retourné, il lui a dit, quand on a fait 400 fois le Shulchan Aruch, on peut être possède sur un papier dans la rue. 400 fois tout le Shulchan Aruch, tu peux être possède dans la rue sur un bout de papier. Tu peux faire ça. Vous me suivez ou non? C'est comme si le gars, il était médecin dans l'armée au Liban, et qu'il a fait des opérations à cœur ouvert, et qu'il a trépané des gars pour les truquer, il leur a ouvert la gorge pour les truquer. Alors après, quand il voit un petit vieux qui tombe dans les pommes à la synagogue, il peut gérer. Il dit, mais vous n'avez pas besoin de matériel. Tu dis, on était au Liban, papa. On était au Liban, il y avait les bombes, il y avait les balles. Le mec, il avait un morceau de métal enfoncé dans la gorge. Ouais, il fallait maintenir la truc, sortir le trac, et frère, en attendant les trucs pour l'amener en hélicoptère vite à l'hôpital. On l'a sauvé, Baruch Hashem. Le gars qui a vécu ça, tu crois qu'il ne peut pas faire ça? Ça veut dire qu'il faut être des commandos de la vie. Donc quand tu as travaillé tes midotes, quand tu étais jeune, et que tu as travaillé tes midotes avec ta femme, donc il t'arrive un problème avec un enfant, mais si tu vois que devant le problème avec l'enfant, tu te mets à avoir le même âge que l'enfant, tu dis, mais qu'est-ce que tu as fait pendant toutes les années d'avant? C'est vrai, moi je le dis, hein. Si l'enfant de 14 ans, il voit que son père, il a le même âge que lui, c'est un souci. Il dit, papa, t'énerve pas, je pensais pas que tu étais si jeune. C'est ça l'idée. C'est l'histoire de l'immeuble. Rappelez l'immeuble ou non? Même ça, vous avez oublié? Tu te rappelles, hein, à Paris, non? Il y a un gars, il habite au 30e étage. Il est tranquille sur son balcon, en train de regarder la vue. C'est le dernier étage, il regarde la vue. Et en bas de l'immeuble, devant la porte qui est fermée, avec le digicode, il y a un gars qui est en train de s'énerver. Maintenant, il y a 30 étages, il ne voit pas bien. Mais il voit que le gars il est en train de s'énerver parce qu'il fait. Mais il n'entend pas parce qu'il y a 30 étages. Et puis il y a un copain, lui, qui rentre dans l'immeuble. Et il voit le gars en train de crier. Bon, il arrive, il prend l'ascenseur, il monte. Il dit, écoute, tu sais, tu as vu le gars qui crie en bas? Il dit, ouais, il est en train d'insulter ta mère. Mais des insultes, je te dis pas, des insultes graves. Toi, le gars, il est en train d'insulter ta mère, il est en bas. Tu as 2 solutions.
Soit tu dis, de toute façon, j'ai rien entendu, il est en bas. Soit tu vas, tu dis, tiens, on devait changer de frigo, tu amènes le frigo américain et tu le bascules et le gars, tu lui fais voir le prospectus d'un concert de Brel. Mais en vérité, tu n'as pas été énervé. Ok, le gars, il entre. Toi, tu es loin. Regarde, tu prends de haut. Tu as 30 étages de différence. Tu n'entends même pas ce qu'il raconte. Il est loin. Mais toi, tu as 44 ans. Ton fils, il a 14 ans. Tu as 30 ans de distance. Et tu te prends la tête. Et tu t'énerves. Et tu demandes de baisser. Et tu te bats avec lui sur le canapé, comme deux gamins. Je dis, mais oh, tu as 30 étages. Tu l'entends même pas, mais c'est qui parle? Il n'a même pas parlé, c'est un bébé, il fait sa petite crise, il veut sa petite place. Ouais. Mais c'est rien, toi tu es loin de ça. Mais tu dis, oui, mais ça m'énerve, et ça me remet en cause, et ça me stresse, et qu'est-ce que ça veut dire? Et pour qui il se prend? Et je vais lui montrer, tu as le même âge que lui. Tu as 14 ans, tu es bientôt grand-père, tu as 14 ans, mais c'est un sourd, même au niveau légal. Comment tu peux être grand-père à 14 ans? Ça va? Ça veut dire que ça fait 30 ans que tu ne travailles pas. Ça fait 30 ans que tu ne deviens pas. Ça fait 30 ans que tu es pas Osek Ba Mitzvah. Parce que sinon, Osek à 17, Osek à 18, Osek à 19, Osek à 30, Osek à 40, qui tu es toi? Tu as travaillé sur ça. Tu as travaillé la Mida, tu as travaillé le principe. Tu ne sais plus de la littérature pour toi. Tu as fait les exercices tous les jours. Ouais. Parce que quand l'autre il t'a pris la tête, tu as respiré un bon coup, tu as laissé passer. Quand l'autre il n'a pas démarré au feu rouge, tu t'es dit c'est pas grave. Moi aussi je démarre pas au feu rouge, je démarre pas au feu vert. Ouais. Quand l'autre il t'a livré un truc à la place de l'autre, tu dis excuse-moi, je crois que tu t'es trompé, je te paye que la moitié, j'attends que tu me livres, je t'ai pas insulté ta mère. Ouais. Donc j'ai travaillé. Quand j'arrive, je suis prêt. Vous avez compris l'idée ou non? Ça va? Ça veut dire qu'en fait, le din de Osek Ba Mitzvah Patur Mina Mitzvah, c'est un secret de la vie. C'est un comportement. Ouais. C'est une école. C'est une feuille de route. Mais c'est juste une phrase des Chachamim. C'est juste une phrase. À Osek Ba Mitzvah Patur Mina Mitzvah. Et moi, je vous ai juste rajouté que Mita'asek, et je vous ai rajouté Osek Ba Mitzvah Patur Mina Avera. C'est tout ce qu'on a fait. On n'a pas fait grand-chose ce soir. Ouais. Mais de notre côté, j'espère qu'on s'est bien imprégné. Parce que quand j'étais jeune, je donnais cours, je mettais 74 références, 240 principes. Mais là, j'ai dit, là, je vois qu'en décortiquant un sujet, si on le développe bien, ouais, on a peut-être une chance. Ouais, pas seulement qu'on a bien compris, mais peut-être qu'en sortant du cours, on est une autre personne. Ce qui est peut-être plus intéressant que simplement d'avoir été impressionné par un développement, vraiment que ça doit être intelligent parce que j'ai rien compris. Non, vraiment, des fois c'est vraiment, ça fusait de partout, j'ai mal à la tête, j'ai rien compris, hein, mais franchement c'était fort. Hein, c'était vraiment une aventure intellectuelle, j'ai participé à un événement, ouais, mais j'ai rien compris, ouais. Ou non, j'ai bien compris. Comment je sais que j'ai compris? Pourquoi? Parce que après, ça a été gorem une mitzvah. Après, je suis rentré, j'ai dit à mon mari, il faut qu'on s'assoie et qu'il faut qu'on parle. Après, j'ai été voir mon fils le lendemain. Je lui ai dit, dors bien, mon chéri, parce que demain, je vais t'accompagner à l'école. Ouais. Après, je n'arrivais pas à dormir. Je lui ai dit, tiens, je vais prendre une petite Gemara ou un Midrash Tanhuma et je vais réfléchir sur un pasouk. À 1h du matin, comme ça, sans rien, pour rien. Ça veut dire que tu as pris quelque chose de kadosh, tu as impressionné quelque chose de kadosh et tu as créé quelque chose de kadosh. Ça y est, maintenant, tu es pris dans la dynamique. Maintenant, si tu arrives à faire que les choses, elles s'enchaînent avec un rythme assez régulier, tu vas être pris dans... C'est ça, Chaim Shel Torah, Chaim Shel Yirat Shamayim, ouais, Chaim Shel Bo Boucha, c'est ça. C'est que maintenant tu as compris pourquoi Chaim, c'est au pluriel.
Parce qu'en fait, c'est pas une vie, c'est plusieurs vies. On vit plusieurs vies. Ouais. Et chaque vie, elle repose sur une autre vie. Chaque vie, elle repousse une autre vie. Chaque vie, elle repousse une autre vie. Et on court, on court, on court, on court, on court. Et puis à la fin, le bon Dieu, il dit, ben, c'est fini. On dit, c'est fini, c'est fini. Tout est prêt, c'est fini. Ok, on se retourne. On voit des enfants bien éduqués. On voit une femme, un conjoint qui a été heureux. On voit des dettes qui ont été payées. On voit une Torah qui est connue. On voit une famille extraordinaire. On voit une renommée. On voit un Shem Tov. On dit, c'est bon, je peux partir. Mais si on se retourne, on dit, mais je ne peux pas partir. Regardez ma femme, je viens de comprendre qu'il faut la rendre heureuse. Regarde, je ne peux pas partir. J'ai des enfants, ils sont tous à côté de la plaque. Je ne peux pas partir. Je dois de l'argent à la moitié de la ville. Je ne peux pas partir. Je ne suis même pas construit, je suis débile, je me panique, je me stresse et je pense à Jésus au lieu de penser à Dieu. Le Malach Hamavet, il attend. Il dit, écoutez, j'ai des choses à faire, moi. Il faut qu'on y aille, là. On ne pourrait pas faire un petit relais ou revenir au départ. Eh non, c'est une des caractéristiques. Même dans les pays ensoleillés, on est tous les jours un petit peu plus vieux. Vous avez une vitesse de réaction quand même. Hein? Oui. C'est que tous les jours, on est un petit peu plus vieux. Même moi, ma femme, l'autre jour, elle m'a dit, rien, mais quand tu diffuses les CD, là, tu mets une photo, mais t'as les cheveux, t'as même pas de cheveux blancs. C'est quoi cette photo? Je dis, je sais pas, le gars qui fait de la PAO, il prend toujours la même photo. Parce qu'on change le CD, on change les titres et tout ça, mais la pochette, on garde la même. On change les titres, on change la couleur, on change le truc, mais le gars, il garde la même photo. Elle m'a dit, écoute, ils vont pas te reconnaître, ils vont croire que t'es le grand-père du Rav Ben Chetri. Mais moi, je vois pas, parce que moi, je suis jeune, moi, je suis cool, je suis... Ouais. Moi, je vieillis pas, moi, je suis en plastique. Et je peux pas. Cet après-midi, j'ai parlé avec 2 orphelins qui viennent de perdre leur père. 16 ans et 14 ans. Mais j'ai prié Rabbi Meir, je dis Hachem aide-moi, parce que il y en a un qui est à la limite de la rébellion et l'autre qui est à la limite de la dépression. Alors, j'ai dit, trouve-moi les mots. Je dis, alors, je me suis mis dans la tête d'un enfant de 14 ans qui a perdu son père, et j'ai trouvé les mots. Ouais. Après, l'enfant, il a dit à sa mère, il m'a envoyé un texto, elle m'a dit, il faudrait que le Rav, il éduque tout le peuple juif. Un petit enfant. Mais c'est pas pour moi, genre je suis une star, j'ai réussi à faire ça. Non, ça pour moi, c'est un signe de jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est la capacité de s'adapter. Mais quand tu es dans la psychorigidité, soit de ta réussite, soit de ta nullité, tu ne peux plus t'adapter. C'est comme si à 50 ans, tu dois changer de carrière. Voilà, le restaurant, il ne marche plus, et il y a une opportunité d'ouvrir un stock de papier toilette. Tu vas le faire ou tu vas dire, ah non, moi, je sais faire la pizza, je sais faire la pizza. Tu vas t'adapter. D'accord? Et le dernier gosse, il a un petit problème psychique. Ah, tu dis, non, celui-là, on ne le compte pas. Tu vas t'adapter. Ouais. Et le business, il a changé, tu ne gagnes pas autant d'argent qu'avant. Eh ben, tu vas t'adapter. Ou non. Tu vas dire, non, moi, je suis comme je suis comme je suis, alors... Eh ben, c'est ça, la jeunesse. Eh ben, je te dis, la jeunesse, elle vient du fait que tu es au sec ba mitzvah. C'est pour ça qu'une fois, il y a une femme. J'avais déjà raconté cette histoire, mais elle est tellement belle. Et comme c'est le dernier cours, je fais des soldes de la semaine. Il y a une femme, c'est une grand-mère. Elle avait sa fille et son gendre et 4 petits-enfants dans une voiture. Le Halénou, ils ont fait un accident, ils sont morts tous. Alors, ah non, ils ne sont pas morts, les parents sont morts. Les 4 enfants sont restés vivants. Donc elle a pris les 4 enfants, elle avait une question. Est-ce que je dois les mettre dans un orphelinat, ils vont les mettre dans des familles d'accueil, ou non? Elle a été voir Rav Shach. Elle a été voir Rav Shach à l'époque. Elle a dit à Rav Shach, voilà, il vaut mieux, moi je suis déjà une grand-mère, ouais, j'ai 60 ans, il vaut mieux les mettre dans une famille jeune, qui n'ont pas d'enfants, ils vont bien s'en occuper, que moi je suis vieille. Alors, qu'est-ce qu'il a répondu, le Rav Shach? Il a répondu, celui qui s'occupe des jeunes, il reste jeune. Donc, ni lui a dit prends les enfants, ni pas. Bon, il a compris, prends-les. Elle les a pris. Écoutez bien, c'est une histoire incroyable, elle est passée dans les journaux. Et elle s'est occupée des enfants. Et c'était pas évident à 60 ans. Elle s'est occupée. Et elle les a fait grandir, échange des couches, et occupe-toi, emmène-les à l'école, révise la Mishnah. Déjà à 40 ans, t'en peux plus. Alors à 60 ans, ouais.
Et après, elle avait 80 ans, et maintenant les enfants, ils sont en 20 ans. Et maintenant, ils ont commencé à parler de mariage et organiser les khatounotes et tout ça. Mais elle a 80 ans. Et c'est maintenant ces petits-enfants qui l'appellent maman, parce que c'était leur maman. Ils lui ont dit, maman, t'as 80 ans, il faut faire attention à ta santé, tu penses jamais à toi, fais des examens, fais un check-up pour voir où tu en es dans la santé, peut-être qu'il y a besoin de quelque chose, on ne sait jamais à ton âge. Écoutez bien, elle a été à l'hôpital, elle a fait le check-up. Le cardiologue, il a dit, madame, vous avez un cœur d'une femme de 20 ans. Vous avez des artères d'une femme de 20 ans. C'est pas possible. Comme il a dit le Steppeler. Ouais. Ça veut dire que nous, on croit, qu'est-ce que tu veux faire? On vieillit, le temps passe, la peau, elle se flétrit, les rides, elles se cumulent, le cholestérol, il bouche les artères, les poumons, ils se fatiguent, les intestins, ils n'ont plus la même force, les abdominaux, ils se relâchent. En vérité, c'est des lourdeurs. En vérité, c'est des lourdeurs. Ouais. Comme il n'y a pas longtemps, ils avaient montré, le centenaire, il est recordman du monde du 100 km à vélo. C'est normal, il n'y en a pas un autre centenaire. Le gars, il est sûr qu'il n'y a personne qui va le concurrencer. C'est le seul centenaire qui a fait 100 km en vélo. Ouais. Mais tu le vois, le gars, moi j'ai vu la petite vidéo, il descend de son vélo, avec son petit short et tout ça. Ah, comment ça va? Ah, c'est bien. Ah, j'aurais pu en faire encore 50. Le gars, tu dis, il a 100 ans. Toi, tu as 25 ans, tu fais comme ça. Tu lèves-toi. Ta femme, elle rentre avec les courses, va l'aider. Je peux pas, j'ai peur de me déboîter. Mais non, tu crois que le gars, il a vécu tranquillement? Non. Il avait 14 ans, il était résistant. Après, il a été en camp de travail, là-bas. Après, il n'a pas mangé pendant 3 ans, il était dans le truc. Après, il est revenu. Après, il était ouvrier dans une usine de khalala, de truc. Après, il était charpentier de trucs. Il travaille très, très dur. Et le gars, à 100 ans, il prend son vélo. Et il fait 100 km. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est jeune. Pourquoi il est jeune? Parce que Osek ma misva, pas tomber la misva, à Mavdil. Pourquoi? Parce que les outils qu'on utilise ne rouillent pas. Parce que la tête que tu travailles ne devient pas lourde. Parce que les midotes que tu entretiens, elles sont fraîches. Mais si tu arrêtes de faire le travail des midotes, ou si tu t'assois sur tes lauriers, eh ben, tout devient lourd. La poussière se dépose, le courrier n'est pas fait, les papiers, ils se truquent, le loyer, il se truc, l'Arnona, elle double, les PV, ils doublent. Tu dis, écoutez, je suis débordé, Mais il arrive le courrier, tu le règles. Ouais. Il vient l'occasion, tu fais la mitzvah. Il vient du nerf, tu prends tout de suite, tu travailles la mida, tout de suite. Pourquoi tu vas laisser? Maintenant, si tu es tout le temps, Osek ma mitzvah, Osek ma mitzvah. Mais est-ce qu'elle est vieille, la Torah? Est-ce qu'elle est vieille, la Torah? Elle n'est pas vieille. Elle est toute fraîche, de ce matin. Elle vient de sortir. Ouais. Donc toi aussi, qui es au sec dans la mitzvah, tu vieillis pas. Donc la Torah, elle t'a donné le secret de la vivacité, le secret de la jeunesse, le secret de la force, le secret de la réussite, le secret de la pureté, le secret de la compréhension, le secret du shalom bayit, le secret de l'éducation. Mais on a fait rien qu'une phrase. Hein. Parce qu'en vérité, il y avait encore des choses à dire. Mais je ne voulais pas tourner la page. Je dis, je l'aime bien cette phrase, elle est belle. Mais si elle est restée dans le Talmud pendant 3000 ans, c'est que elle a quelque chose, non? Ça va? Voilà, Hazak ou Baruch. Donc on va dédier le cours, d'abord pour la réfoua chez les malades de tous les malades d'Israël. Et à Bavnil Ben Chem Metim, on va inclure toutes les personnes auxquelles vous pensez, plus le Maxime Ben Shimon, pour de l'Eilun Nishmato, et aussi mon père Abraham Shimon Ben Simcha, pour le Rav Yosef Chaim Bet Israq Sitruk, et pour le Rav Moshe Ben Rachel Shapira, et plus toutes les personnes auxquelles vous pensez, Chazak ou Baruch, Kol HaKavod.